De Touchdown Actu, un direct sur Twitch consacré à une nouvelle mock draft NFL, la nouvelle mock draft 2025 qui vous est cette fois-ci proposée avec échange. Quelle équipe sera prête à monter pour aller chercher le joueur de ses rêves? Quelle équipe cherchera avant tout à empiler les choix? Vous le saurez au cours de cette émission, le tout avec des collaborateurs habituels, même si il y a quelques changements par rapport à l'équipe de la dernière mock draft, hein. On a fait un léger turnover. Un des autres habitués, Jean-Mi, n'est pas là, mais vous savez que lui également sera là pour animer les débats. Notre troll en chef, Monsieur Victor Roulier, est avec nous. Salut Victor. Et bonjour, bonjour. Ben oui, je remplace Jean-Michel du coup, à la place des anciens, tu sais. C'est ça, il y a un quota au niveau de la moyenne d'âge. C'est ça, exactement. Ah, je le dis, je suis pas tout jeune, hein, je peux me permettre quand même. Elliot Salmon est également des nôtres. Salut Elliot. Salut Greg, salut tout le monde. Voilà, Elliot qui a été hyper discipliné parce que on a fait appel à toi un petit peu au dernier moment, hein, pour remplacer notamment au pied levé Cyprien, et tu as fait ça de main de maître. Donc Avec plaisir. on suivra ça de très très près au cours de cette soirée. Notre spécialiste receveur est également des nôtres. Mehdi Bonsoir Greg. Julien est avec nous. Salut Mehdi. Bonsoir Greg, bonsoir à tout le monde. Tout cela orchestré, bien entendu, ça ne change pas, il n'y a pas de raison que ça change, hein, de sitôt. Camille Saraben est à la technique. Salut Camille. Salut à tous. Et l'occasion de rappeler que c'est moi qui vais choisir pour les Seattle Seahawks. Donc j'ai déjà la pression. Le schéma n'a pas changé. Nous sommes 4 personnes pour animer cette mock draft. 32 choix, 32 équipes pour les réaliser, ce qui n'arrive pas chaque année. Donc on s'est chacun partagé 8 formations, une par division chacun. Donc comme ça, il n'y aura pas de jaloux, on dira, au sein des différentes divisions d'AFC et d'NFC. On aura un œil aiguisé sur ce qui se passe au niveau du chat. Je vois que vous êtes déjà 73 avec nous. J'ai vu que Jean-Mi était là, Guillaume également. Guillaume qui s'est d'ailleurs abonné à Prime, avec Prime, pardon, pour son 26e mois d'abonnement, qui me dit Vive TDA. Merci encore à lui, grand fidèle. On a également Très Moche, Spifounette, Gros Kilo 76. Enfin voilà, pas mal de gens qui sont avec nous pour cette émission particulière, je le disais, puisqu'avec échange, ce qui n'était pas le cas la dernière fois. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Camille, juste nous remettre un petit peu les choix du mois dernier? Alors, avec certaines subtilités, puisqu'il y a eu forcément une évolution de fait. Pardon, on est le mercredi 15 janvier, donc au moment où on réalise ce direct. C'est la date butoir, hormis pour les joueurs qui disputent la finale universitaire qui se tient dans quelques jours à Atlanta, à savoir les joueurs d'Ohio State et de Notre-Dame. C'est la date butoir pour les dernières inscriptions des prospects qui veulent rejoindre la NFL. Donc il reste quelques heures à peine, mais forcément, il y a eu pas mal de changements. La première, forcément, vous l'aurez remarqué, Drew Allard, par exemple, qui était classé numéro 2, qui était très très attendu par Jean-Michel du côté du Nevada. Eh bien, que déni, puisque du coup, il retournera du côté de Penn State. J'essaie de voir un petit peu s'il y avait des gros changements. Jalen Milroe, qu'on avait sélectionné en 6 et qui, a priori, est un peu rentré dans le rang depuis, je crois qu'on peut le dire. Mais voilà, on va recontextualiser encore très rapidement. Victor, je me permets de te donner la parole, toi qui es un habitué, et qui adule cette classe de quarterback. Bon, on n'a pas plus de certitude que le mois dernier concernant cette classe de QB, on est d'accord. Ça va pas se battre bec et ongle pour récupérer un quarterback très très haut cette année. Bah écoute, je vais spoiler, mais personnellement, dans mon évaluation personnelle, je n'ai aucun quarterback qui vaut un premier tour aujourd'hui. Alors après, entre valoir quelque chose et être sélectionné, c'est évidemment autre chose. Je pense que selon les performances jusqu'à draft, on peut avoir des quarterbacks très hauts parce que les quarterbacks sont toujours sélectionnés très haut. On peut avoir une année à la Kenny Pickett ou Edgy Manuel où le premier quarterback est sélectionné en 20. On le voit, c'est une fois tous les 7, 8 ans. Hein. C'est pas quelque chose de courant, mais c'est pas impossible. Je pense qu'il y a 2 ou 3 quarterbacks qui jouent très, très, très gros dans les échéances qui arrivent jusqu'à draft. Mehdi, sans trop nous spolier, t'aurais combien de quarterbacks dans ton premier tour si tu t'appuyais sur ton big board perso? J'en avais un seul. Ah, c'est très bien. Dévoile Et pas trop de suspense. il est pas top 15. Ah oui, d'accord, bon, voilà. Ça semble à peu près correspondre. Elliot, même logique pour toi?
Aucun. Aucun également. Aucun top 15, aucun premier tour. Aucun premier tour. Vous nous la vendez bien cette année. Ça va faire plaisir à Alain, qui aime bien qu'on hype la draft avec les quarterbacks. Après, on l'a dit, hein, c'est une draft de lineman, surtout en défense. Donc voilà, va falloir vous y faire. Si vous voulez renforcer les tranchées, que ce soit en attaque ou en défense, je pense qu'il y aura a priori de quoi faire. Donc pour cette QV 2025, c'est pas impossible qu'on en retrouve deux trois là, a priori, dans le top 32 qu'on va aborder dans quelques secondes. Donc, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la situation. Camille vous a remis à la droite de votre écran les différents choix, l'ordre dans lequel les équipes vont sélectionner. J'essaie juste de regarder quelque chose au passage. Non, ça va en revenir, c'est pas très grave. Et du coup, on va commencer avec les Tennessee Titans, messieurs. Alors, je précise, là aussi d'emblée, on s'appuie sur le classement de Tankathon. À l'issue du week-end dernier, cette mock draft a été réalisée en amont de cette émission en direct, justement pour éviter un petit peu la cacophonie sur les demandes d'échange, ce qui est toujours un petit peu plus audible pour vous. Donc, ça tient en tout cas compte de ce classement. Ça a été actualisé jusqu'au 24, donc les Vikings qui ont perdu lundi soir face aux Rams, je le rappelle pour ceux qui ne seraient pas au courant. Et donc forcément, les positions entre 25 et 32 sont encore susceptibles d'être modifiées. Mais à l'heure actuelle, c'est dans cet ordre-là que figuraient les Texans et les Lions dans les positions 25 à 32. On entame donc avec le numéro 1, les Tennessee Titans. C'est moi qui vais m'y coller. Alors, la principale question qu'on peut se poser avec la franchise de Nashville, c'est est-ce qu'on prend le meilleur joueur disponible ou est-ce qu'on prend le besoin le plus prégnant? On sait qu'a priori, les Titans, c'est même pas a priori, ils vont changer de general manager. Brian Callahan est quand même un petit peu déjà sur un siège éjectable de fait avec cette nomination et au vu de certaines décisions de coaching, on peut se demander si ça urge pas peut-être plus que de raisons par rapport à d'autres franchises et d'autres situations. Donc, le meilleur joueur intrinsèquement, j'aurais pu le prendre, hein, il sera sûrement pris très rapidement aussi, c'est un joueur de Colorado. Et ben, je suis parti sur un autre joueur de Colorado pour le besoin prioritaire de cette équipe de Tennessee. On a vu que Will Levis n'était pas la solution. On a vu que Mason Rudolph n'était pas la solution. Je pars donc sur Shedeur Sanders, quarterback de Colorado, pour prendre les rênes de cette attaque de Tennessee. Alors, il y a un dilemme, on dira, sur le quarterback ou le meilleur joueur de la classe. Il y a aussi un débat sur le meilleur quarterback de cette classe, hein. A priori, aujourd'hui, ça se dispute entre deux hommes. Je pars quand même sur le principe de Shedeur Sanders, qui apporte peut-être un côté un peu plus rassurant sur la précision, le positionnement dans la poche, sur certains fondamentaux, on dira, en termes de jeu, hein, même si notamment les balls disputés, son ball disputé face à BYU a exposé pas mal de choses. Oui, on voit que c'est pas un leader vraiment exemplaire dans le vestiaire, par exemple, ce qui va l'éliminer de fait de beaucoup, beaucoup de franchises comme l'ont révélé les rumeurs d'insiders ces derniers jours. Maintenant, je continue de penser que ça ne va pas empêcher d'autres franchises de le considérer très très haut, voire peut-être numéro un dans cette classe de quarterback qui en effet peut laisser un petit peu à désirer. Victor, je te vois froncer les sourcils. Qu'est-ce que tu penses de ce choix? Bah écoute, alors, bon, pour être cohérent avec ce que j'ai dit, moi, clairement, j'aurais pas pris un quarterback. Après, c'est loin d'être impossible que les Titans fassent ce choix. Shader Sanders, je dirais que oui, aujourd'hui, je pense que c'est le meilleur quarterback par défaut, mais c'est le meilleur quarterback parce que techniquement, ça reste propre. Il a un bras qui est bon, mais pas élite. Il a une mobilité qui est bonne, mais pas élite. Il a une gestion de la poche qui est moyenne, on va dire. Il y a du progrès. Il y a du progrès, mais ce n'est pas encore exactement ce qu'on attend forcément à ce niveau de performance. Donc, voilà, je comprends parce que si vraiment tu te dis, bon, on est en 1, on ne sera pas en 1 tous les ans, il faut qu'on prenne un quarterback, il faut qu'on prenne le risque, je peux comprendre que tu prennes celui-là. Après, que ça soit un personnage haut en couleur qui ait des red flags de comportement, c'était le cas de Caleb Williams, ça n'a pas empêché d'être un. Donc, comme tu l'as dit, toutes les franchises ne valoriseront pas forcément cela. J'ai plus peur que lui qui... Enfin, vu que son père, Deion Sanders, qui pour ceux qui ne savent pas est une légende de la NFL et le coach de Colorado,
a dit qu'il aimerait bien une franchise un peu flashy pour son fils. Je suis pas sûr que les Titans, ça soit la définition du flashy. Donc, j'espère qu'ils vont pas faire une Eli Manning ou une John Elway à dire non, mais je veux pas être drafté par vous. Mais mis à part ça, oui, par défaut, c'est un choix cohérent. Elliot, je te demande pas si tu es globalement d'accord avec ça, toi qui n'avais pas de quarterback au premier tour. Est-ce que c'est ce que tu aurais choisi en étant GM des Titans, toi? Bah, c'est une bonne question parce qu'on est toujours sur la valeur du joueur par rapport à la valeur de la position, ce qui est le cas du poste de quarterback. Ils ont un besoin qui est évident. Oui, je pense que je serais parti sur ça parce qu'il y a un besoin. Tu ne peux pas espérer gagner des matchs sans un quarterback. Et oui, la franchise n'est pas flashy, mais lui, il l'est. C'est un nom. Et puis même, c'est un joueur qui est excitant. Et du coup, tu peux apporter de la lumière et puis tu peux en faire le visage en fait d'une franchise qui, depuis le départ l'année dernière d'Eric Henry, n'en a plus en fait. Donc, il peut devenir le visage de Tennessee. Mehdi, c'était ton joueur dans ton top 15 Oui. Il n'est pas dans mon top 15, mais il est Ah, il n'est pas dans dans ton le top 15, premier dans ton tour. premier tour, ouais, Ouais. pardon. C'est le seul qui, on va dire, parce que dit Elliot et Victor, qui peut valoir, on va dire, un premier tour. Mais ce qui vaut un top 15, je suis pas sûr du tout. C'est ça, bon, un choix en tout cas pour tenter, comme le disait Elliot, de relancer un peu le côté glamour de Tennessee, qui en effet en a un petit peu pâti au cours de la campagne 2024. Parlons de flashy, parlons de glamour. Victor, tu rentres en piste. C'est toi le glamour, hein, c'est pas Cleveland. Voilà, c'est pour la petite blague. Les Browns, donc, qui vont sélectionner avec leur deuxième choix. Il y a des besoins aussi potentiellement au poste de quarterback, a priori, concernant les dernières nouvelles en plus sur Deshaun Watson. Est-ce qu'on part sur le deuxième quarterback de cette classe du côté des Browns ou est-ce qu'on part là, en l'occurrence, sur la politique du meilleur joueur disponible? Alors déjà, je suis parti sur la politique de je veux vendre. Mais le problème quand vous êtes vendeur, c'est qu'en face, il faut un acheteur. Et qu'il n'y a personne qui a voulu de mon pic numéro 2. Cela étant dit, je pense que c'est quand même très compliqué de drafter un quarterback, sachant que tu as encore le contrat de Watson sur le dos, même si en effet, il ne va pas forcément jouer l'année prochaine. Et j'ai pas un quarterback qui me donne envie de vraiment tout miser. Donc, du coup, je suis parti sur le meilleur joueur disponible. Et aux surprises, le meilleur joueur disponible, c'est Alshon, non, je rigole, c'est Travis Hunter, évidemment, le receveur slash cornerback de Colorado. L'avantage, alors sachant que je ne crois pas qu'on puisse jouer à deux positions en NFL, mais l'avantage, c'est que qu'ils choisissent de faire jouer en receveur ou qu'ils choisissent de faire jouer en cornerback, pour moi, il y a un besoin. Il y a un besoin en cornerback numéro 2, il y a un besoin en receveur numéro 2. Donc, de toute façon, il sera utile quoi qu'il arrive. Et on parlait aussi de glamour. Travis Hunter, c'est le Heisman Trophy, c'est une marque. C'est quand même quelque chose qui passera pas, qui sera pas anodin pour le coup. On rappelle la semaine trophy meilleur joueur universitaire, hein. Je précise pour ceux qui ne sont pas familiers du C'est langage le, college football. comme aiment dire les fans de college football, c'est le MVP du college football. C'est ça. Mais pour le coup, je pense qu'il serait meilleur en cornerback personnellement. Je pense qu'en fait, c'est typiquement le cornerback qui a des instincts et des mains de receveur et qui est vraiment qui peut punir n'importe qui. Et pour le coup, je pense que ça serait jamais désagréable. Donc j'aimerais bien le voir en défense. Je ne serais pas non plus étonné qu'il signe un contrat de receveur parce que, mine de rien, financièrement, c'est un tout petit peu plus intéressant quand même. Donc on verra. Mais quoi qu'il arrive, eh ben, on prend le joueur qui a le plus de talent et on verra ce qu'on en fait après. Mehdi, toi qui aimes bien scouter les receveurs, tu as déjà regardé un petit peu ce que ça vaut, Travis Hunter? Moi, je le trouve très très bon. Je pense que c'est avec Macmillan, c'est les deux meilleurs receveurs de la draft. Après, comme dit Victor, je l'aimerais bien en défense, un peu un cornerback à la Marcus Peters, très gambler qui va chercher les gros plays. Je pense qu'il peut être très bon à ce niveau-là. Très bien. Bah, on va pouvoir enchaîner avec le troisième choix. Elliot, c'est toi qui t'y colle, ton premier choix de la soirée. Il sera pour les New York Giants. Quelle Et direction on pour... prend du côté de New York, sachant qu'il y a beaucoup de besoins? Oui, ouais, il y a un nombre incalculable de besoins chez les Giants. Il y a des trous en vrai un peu partout. Quand tu regardes l'effectif, j'ai dit avant de commencer que je n'avais aucun quarterback
dans mon premier tour en valeur. Mais je vais quand même partir sur un quarterback parce que c'est le besoin numéro un. J'ai regardé l'effectif des Giants, ils n'ont plus personne. Daniel Jones, évidemment, est parti. Drew Lock est agent libre, tout comme Tommy DeVito. Puis bon, Drew Lock et Tommy DeVito ne sont aucunement des solutions au niveau NFL. Donc, je suis parti sur Cam Ward, le quarterback de Miami. Parce qu'il y a des besoins, de toute façon. Tu veux aussi un peu construire l'image de ta franchise. Tu as recruté l'année dernière un excellent receveur en la personne de Malik Neighbors. Tu as besoin de lui donner des ballons. Cam Ward aussi il pourrait apporter un changement de visage à l'attaque des Giants qui était très pocket passeur, on va dire, ces dernières années, même si ce n'est pas le cas de Daniel Jones. Mais Daniel Jones, c'était pas, malheureusement pas grand-chose quand il jouait ni pocket passeur ni autre chose. Donc, tu essayes avec Cam Ward d'apporter autre chose et c'est un joueur quand même qui reste excitant, qui a un parcours intéressant et qui a fait des super choses depuis qu'il est à Miami, qui est en progrès continuellement. Du coup, je pense que ça peut apporter quelque chose de différent à New York et un peu d'excitation sur une franchise qui en a plus trop depuis longtemps. C'est sûr. On rappelle qu'il y a une situation qui est quand même assez particulière et qui est aussi liée, bien entendu, à l'extension assez massive des transferts en foot universitaire. C'est que et Shedeur Sanders et Cam Ward sont tous les deux issus de la deuxième division universitaire. Donc, ça peut aussi relativiser leur niveau potentiel. C'est que c'est des joueurs qui sont aussi arrivés sur le tard en première division, qui n'étaient pas en plus dans des universités toutes phares, hein, parce que Miami et Colorado sont venus sur le devant de la scène assez tardivement ces dernières années. Donc voilà, ça explique aussi le fait qu'on peut considérer qu'il y a une marge de progression, même si ce n'est pas des joueurs extrêmement, extrêmement jeunes. Victor, Cam Ward, qu'est-ce que tu en penses? Je sais que tu es un grand, grand fan d'un point de vue intrinsèque, Il m'in- mécanique. il m'inquiète à mort. C'est-à-dire que, alors, il a un bras capable de faire beaucoup de lancers différents. Il y a un truc. Il peut faire des belles choses en déséquilibre, aller trouver des pieds improbables, etc. Le problème, c'est que même quand il n'est pas sous pression, il lance en déséquilibre. C'est une danseuse, Cam Ward. Il est sur la pointe des pieds, il est sur la jambe arrière, il est machin. Tu as l'impression vraiment qu'il en a rien à faire des fondamentaux techniques. Mais vraiment. Et du coup, ça mène parfois à des passes qui sont absurdes. Du coup, moi, il me fait très peur. J'ai l'impression qu'en fait, il faut tout revoir du début à la fin. Et alors, je parlais de mauvaise gestion d'approche, ou en tout cas de gestion d'approche insuffisante chez Sanders. Là, on est sur une gestion d'approche qui est, pardon, catastrophique. Il y a une reconnaissance du blitz qui est inexistante. C'est vraiment moi sur Madden quand j'en ai plus rien à faire, quoi. Et, et vraiment, et Dieu sait qu'à Madden, j'ai pas de niveau de Mehdi, quoi. Enfin, qu'on soit clair, hein. Et pour le coup, je trouve vraiment qu'il est ultra inquiétant. À la base, c'est un 0 étoile. Bon, après, ça veut rien dire, hein. Aaron Rodgers et Josh Allen le sont aussi. C'est les classements en Mais sortie de lycée, hein, 0 étoile, je voilà, précise. voilà. Mais je trouve que pour un mec qui a autant bourlingué, qui a eu autant d'années pour se perfectionner et tout, en être à ce niveau vraiment technique très faible, c'est ultra inquiétant. C'est à se demander si c'est un bosseur ou pas, quoi. Et pour le coup, moi, il me fait très, très peur. Bah, ce qui est un petit peu inquiétant pour le coup, alors du coup, a priori, Jean-Mi valide ton propos. D'ailleurs, Malakis me disait, c'est bien pour un joueur qui danse dans la poche, se retrouver à Broadway, c'est pas une mauvaise idée pour Cam Ward. Mais oui, en fait, comment dire? Du coup, j'ai perdu mon propos. C'est pas très grave, ça va me revenir. Mais en tout cas, ouais, du côté non, c'est ce que j'allais dire. Voilà, du côté de Cam Ward, la principale problématique avec ce que tu évoques, c'est de savoir est-ce qu'on a vraiment affaire à un titulaire jour 1. C'est pas totalement farfelu de se dire que Shedeur Sanders peut être titulaire en première journée de la première semaine. C'est un peu plus hypothétique de se dire qu'on va envoyer Cameron Ward au charbon dès la première semaine et on va pas s'appuyer d'abord sur un vétéran qui va peut-être limiter la casse dans un premier temps en attendant que justement il se forge un peu ce côté QI foot, observation défensif, etc., etc., quoi. Je pense que ce serait pas totalement déconnant en l'occurrence. On passe au quatrième choix, messieurs. Mehdi, c'est un choix qui t'intéresse tout particulièrement puisque les New England Patriots sont sur l'horloge. Là aussi, comme les Giants, il y a des besoins un petit peu partout. Qu'est-ce que tu as priorisé du côté de Foxborough? J'aurais bien aimé descendre, mais personne n'était acheteur aussi, comme pour le deuxième choix. Mais donc, comme tu as dit, les choix
On a besoin d'énormément à toutes les positions, offensive tackle, pass rusher, corner, partout, receveur. Et donc, je suis plutôt parti, on va dire, sur une position premium et un joueur que je pense qui est le meilleur à sa position, c'est Abdul Carter, le edge. Pourquoi je le trouve très athlétique? Il a un premier pas, je trouve, dévastateur quand même. Et vu qu'à cette position, la personne depuis que Josh Uche est parti, je pense que c'est le joueur qui a le plancher plafond qui peut être le plus intéressant pour nous. Elliot, d'accord avec cette sélection de Carter. Moi, personnellement, j'étais un petit peu étonné qu'on ne parte pas sur Kelvin Banks. Après, j'entends ta logique, Mehdi. Sur quoi tu serais parti, par exemple, Elliot, de ton côté? Bah, je serais peut-être parti sur Banks, justement. Après, le choix de Carter, il y a une certaine logique, c'est que tu as besoin, chez les Pats, de construire. On est un peu sur le même thème sur toutes les équipes, de toute façon, au début de draft. C'est que bah, il y a des trous partout, sinon ils ne seraient pas à des bilans comme ceux qu'ils ont. Et le choix de Carter, il est pas choquant pour moi parce que ça reste un joueur avec, bah, encore une fois, beaucoup de potentiel, qui est capable de faire beaucoup de choses et qui est, comme l'a dit Mehdi, il est un premier pas dévastateur. Et il peut devenir un pass rusher premium en NFL. Et on l'a vu que avoir au moins un pass rusher premium, ça peut te changer totalement le visage d'une défense. Oui, c'est vraiment un joueur extrêmement polyvalent qui peut être aligné à peu près partout sur le front seven pour perturber le quarterback adverse. Donc, c'est sûr que ce sera sûrement une denrée très recherchée dans le top 10, voire dans le top 5 de cette prochaine draft. Elliot, je te laisse la parole pour le cinquième choix des Jacksonville Jaguars. Qu'est-ce qu'on privilégie pour entourer, a priori, Trevor Lawrence, le futur head coach floridien? Bah, on n'entoure pas Trevor Lawrence directement, on va de l'autre côté du ballon. Les Jaguars, c'est l'équipe qui a pris le plus de yards à la passe en NFL la saison dernière. Et notamment parce que bah, ils ont un gros trou au poste de cornerback. Ils ont Tyson Campbell en 1, qui est un bon joueur sans être une star. Ils ont personne derrière. Donc pour cette raison-là et le fait que je trouve personnellement que c'est aussi un des meilleurs joueurs disponibles à ce moment-là de la draft, je suis parti sur Will Johnson, le corner de Michigan, parce que je trouve que bah, Johnson peut tout faire en fait à son poste de corner. Il peut jouer en zone, il peut jouer en homme à homme, il peut être une glue sur ton receveur adverse. La NFL et quasiment toutes les équipes ont un voire deux receveurs de très 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 grand talent. Des mecs qui font milliards, il y en a un paquet tous les ans. Et avoir des cornerbacks, ça devient de plus en plus important, je trouve. Et du coup, bah, avoir un mec comme Will Johnson qui peut, jour 1, à mon avis, être cornerback 1 d'une franchise NFL, c'est hyper important et c'est un besoin essentiel pour les Jags. Jock Malakis sur le chat, qui suit de très près les Jags, achète le choix Will Johnson. J'ai pas encore vu la réaction de Jean-Mi, mais à mon avis, je suis pas sûr qu'il soit en désaccord avec ce choix. Victor, Will Johnson, hormis l'extraterrestre Travis Hunter, si on cherche vraiment un cornerback capable de dissuader dans le secteur aérien, ça peut largement faire l'affaire. Totalement, totalement. Moi, je pense que c'est le bon choix là avec ce qui restait. J'aime bien prendre le meilleur joueur disponible et je pense que Carter comme Johnson sont les meilleurs joueurs disponibles à ce moment-là. Il est techniquement très propre. Il peut jouer en zone, il peut jouer en homme à homme. Il a des bonnes mains, il a un bon QI football. Enfin, vraiment, il a très peu de défauts et je serais très étonné qu'il n'ait pas une grande et longue carrière en NFL. Donc oui, pour moi, c'est un choix. C'est une position premium, c'est un besoin absolu, c'est le meilleur joueur disponible. Bon, Mhm. bah, à partir de ce moment-là, quand tu es en plus une franchise qui n'a pas de problème de quarterback, enfin en tout cas qui ne va pas recruter un quarterback cette année, ça me paraît un très bon choix. Tout à fait. Très léger historique de blessure, hein, lui qui a manqué une partie de la saison 2024, blessure à l'orteil en plus, donc c'est toujours des blessures un peu enquiquinantes. C'est pas le pire Mais des cornerbacks de la QV. non, 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 bah oui, au niveau blessure, oui, a priori, ouais, On va y venir, mais bon. ouais, il y en a quelques-uns ouais, qui ont déjà vu une civière dans leur vie, ouais, on est d'accord. Mais voilà, c'est sur des cornerbacks numéro 5, même si ça peut paraître haut pour certains, c'est souvent une position qui amène à drafter haut. On se rappelle par exemple de Devon Witherspoon, qu'on attendait peut-être pas forcément dans le top 5 et sur lequel les Seahawks avaient dégainé il y a quelques saisons. Et on a eu assez aussi récemment Sauce Gardner et Derek Stingley qui sont partis très haut également au poste. Tout à fait. 3 et 4, enfin, 3 pour Stingley et 4 pour Gardner, si ma mémoire ne me fait pas C'est défaut. ça. Victor, je te rends la parole.
Après le choix des Jaguars que Jean-Mi suivait avec une grande attention, on va s'intéresser à celui des Raiders. Hein, on rappelle, la dernière fois, on avait pris un running back. Alors dans la draft écrite, hein, je crois que j'avais pris un running back. J'avais pris Ashton Ginty. Autant vous dire que je me suis fait tirer les oreilles par Jean-Mi. Alors là, Victor, je sais. En plus, Victor qui fait le choix, on sait que ce ne sera pas un coureur. Qui tu prends avec le sixième choix pour les Raiders? Bah écoute, j'ai eu l'envie à un moment de prendre sur les lignes. Après, je pense que c'est pas le besoin numéro un au niveau des Raiders, notamment à une défensive qui a été renforcée par Christian Wilkins l'année dernière. Donc j'ai décidé de partir sur un receveur parce que mine de rien, c'est assez maigre aujourd'hui ce qu'il y a. J'aurais bien aimé prendre un quarterback, mais je n'en trouve pas. Je pense que c'est plutôt à Free Agency qu'il faudra qu'ils en trouvent un. Et du coup, je lui donne une cible avec Teta Iroa Macmillan, qu'on va appeler Macmillan à partir de maintenant, qui est un receveur très grand, 1,96 m, qui est un joueur, moi je l'adore en fait. Je trouve qu'il est grand, il a des bonnes mains, il est rapide pour sa taille. Alors quand je dis il a des bonnes mains, un peu trop de drops cette année, je sais, mais quand vous regardez les drops en question, c'est pas non plus inquiétant pour moi. Il a surtout un excellent contrôle du corps. On sait que parfois les joueurs qui sont très grands, ils ont tendance parfois un peu à se perdre. Lui, pas du tout pour le coup. Et je pense que ces genres de joueurs, sans dire qu'il va nous faire un DK Metcalf ou une Edgy Brown, je pense que c'est des joueurs qui vraiment, physiquement, peuvent prendre le dessus sur le cornerback adverse, action après action, après action, après action. Et comme on est dans une franchise où, en plus, des réceptions faciles, tu n'en auras peut-être pas 10 000, c'est pas plus mal d'avoir un joueur qui sait se battre pour attraper le ballon. Donc, j'aime bien le choix. Je trouve que pour les Raiders, ça donnerait un vrai bon playmaker pour les années à venir. Mais dit Jean-Mi le signalait, c'est vrai que ça peut donner un duo assez intéressant avec Brock Bowers. En plus, ce serait un duo assez atypique hein, entre un tight end qui est plus sur la séparation rapide et la vivacité et un receveur qui serait beaucoup plus sur du défi physique en l'occurrence. Un duo particulier, mais un duo très sympa, je pense, à avoir. Quand même, Macmillan, hormis Hunter, et moi je les mets à peu près au même niveau quand même en tant que receveur. C'est le meilleur receveur disponible. Les Raiders ont des besoins partout. Jacoby Myers, c'est un très bon joueur, mais plus un receveur de possession. Il manque un receveur numéro un. Myers, je l'adore, mais c'est pas un receveur numéro un. Donc je pense qu'avoir Macmillan, c'est une bonne pioche. Tout à fait. On passe au septième choix à présent avec les New York Jets sur l'horloge. Là encore, beaucoup de possibilités à disposition du nouvel organigramme hein, des Jets, hein, puisqu'on recherche et un head coach et un general manager à l'heure où on se parle. Je m'y suis collé au choix des New-Yorkais. Et là encore, je suis parti sur un des meilleurs joueurs disponibles pour moi sur le plateau, parce que offensivement, je ne voyais pas de choses qui vraiment pouvaient être très excitantes présentement pour les Jets. Il y avait la possibilité Calvin Banks, mais je ne voyais pas forcément doubler sur un tackle 2 années de suite au premier tour, un an après Fachanou, et avec une classe de tackle qui reste malgré tout, à mon sens, assez profonde, en tout cas où il y a moyen de faire des affaires au deuxième, troisième tour. Je suis donc parti sur la ligne défensive hein, qui reste malgré tout un besoin, surtout sur l'intérieur. Mason Graham, defensive tackle de Michigan, qui pour moi sera extrêmement complémentaire de Quinnen Williams. Hein, Williams qui est capable d'être excellent sur le pass rush. Mason Graham, c'est pas sa spécialité première, même s'il est capable d'apporter son soutien là-dessus. C'est vraiment comment dire, un travailleur vraiment physique et technique, vraiment un profil de lineman intérieur qui paye pas de mine sur le papier. C'est pas le lineman défensif qui sera le plus impressionnant au premier abord, mais c'est un joueur qui, de par ses aptitudes passées dans la lutte, notamment gréco-romaine, est vraiment un véritable poison. A vraiment une science du duel en homme à homme, voire sur les double teams potentiels. Donc c'est un joueur qui est capable de libérer des brèches, de pénétrer dans la poche si le besoin s'en fait sentir, et surtout de renforcer un run-stop qui a été bien trop inconstant du côté des Jets ces derniers mois, encore plus depuis le départ de Robert Saleh. Donc voilà, clairement pour moi, Solomon Thomas pardon, et Javon Kinlaw, c'est sympa pour la rotation, mais pour moi, ce ne sont pas des titulaires. Donc, c'est important du côté des Jets de renforcer clairement ce duo intérieur pour faire de cette ligne défensive avec Jermaine Johnson et Will McDonald vraiment une force très établie dans différents domaines. Elios, je te voyais globalement d'accord avec cette sélection? Moi, je suis forcément d'accord avec une sélection de Mason Graham.
Je suis pas loin de penser que c'est peut-être le meilleur joueur de la draft, si on enlève Travis Hunter. Au niveau de son niveau jour 1 et son potentiel, je trouve que c'est un excellent joueur. Tu mentionnais en plus des noms qui, moi, me parlent en tant que fan de San Francisco. Tu mentionnais et Solomon Thomas et Javon Kinlaw. Oui, ce ne sont pas des solutions. On le sait. Et non, ouais, avoir un duo de defensive tackle Quinn Williams, Mason Graham, ça peut être vraiment létal. C'est franchement, je pense, effrayant pour n'importe quel coureur adverse. Donc oui, non, c'est un très bon choix. Quelle que soit l'équipe qu'il prendra, en fait, je pense que Mason Graham est un très bon choix dans tous les cas. Alors, il y a Grillesham sur le chat qui dit ce serait rich pour les Jets. Alors, je ne sais pas s'il rebondissait sur le fait de dire qu'il y avait d'autres besoins, mais qui sembleraient trop hauts. Pour moi, Mason Graham, en tout cas, c'en est pas un. Donc, peut-être que je comprends mal son message. Non seulement Mais c'est pas rich, et en plus, les Jets, c'est quand même particulier. Parce que, contrairement aux autres équipes du top 10, les Jets, sur le papier, c'est un effectif top 12, top 15 de la ligue. Je veux dire, il y a déjà du monde en edge rusher, il y a déjà des cornerbacks, il y a déjà des receveurs. il y a la question du corner, on l'avait déjà souligné avec la fin de contrat de Oui, DJ Reed qu'on avait en plus en difficulté en fin d'année. Mais là, avec Johnson et Hunter qui sont partis, il y a possibilité peut-être de voir un petit peu plus loin. On parlait du quarterback, forcément, hein, j'oublie pas l'énigme concernant Aaron Rodgers, mais on va se répéter par rapport à beaucoup d'équipes dans ce top 10 qui ont des besoins de quarterback et qui peut-être vont se tourner vers des joueurs au début du deuxième tour plutôt que d'investir massivement sur un projet pas forcément très rassurant d'emblée en laissant en plus partir des joueurs de qualité sur d'autres positions à besoin. Donc, c'est mais je plus vois pour pas ça que j'ai comment ça privilégié la peut note être défensive. je vois pas comment ça peut être un reach en étant le meilleur joueur disponible. Non, c'est ça, c'est bien ce que je disais. Il disait qu'il y avait des positions ailleurs, mais que les adressés seraient un reach. Donc voilà, c'est bien. Ah oui, d'accord. J'avais un petit doute là-dessus, donc on est bien d'accord, autant pour moi. On passe du coup à la sélection suivante, les Carolina Panthers. Ce midi, je te rends la parole. Est-ce qu'on part en attaque ou en défense du côté de Charlotte? On va partir en défense et on va partir encore sur un pass rusher comme pour les Patriots. Et là, par contre, c'est un pari. Je pense pas que ce soit le meilleur joueur disponible, mais c'est le joueur avec lequel je sais pas, je suis peut-être tombé amoureux. Mais c'est Michael Williams, le edge rusher. Je le vois, je trouve qu'il a des mains mais extrêmement violentes. Ça va faire plaisir aux puristes. Et je trouve qu'il pas parfait. C'est je pense un diamant brut. Il va falloir le polir, peut-être une ou deux saisons, mais je pense que ça peut pourquoi pas devenir un top pass rusher. Alors, qui dit joueur de Georgia, dit forcément question à Victor. Toi qui les as vus tous, année après année, filer du côté de la Pennsylvanie. Celui-là part du côté de la Caroline. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais qu'en plus, cette franchise est très suivie chez les rouliers. Est-ce qu'on ferait la fête pour cette sélection de Michael Williams? Pardon, je suis en mute. La fête, je ne sais pas. En tout cas, il est polyvalent, il est athlétique, il est puissant. En fait, il est un peu frustrant, je trouve. C'est-à-dire Mm. que il pourrait en faire plus en pass rush, contre la course surtout. Il y a parfois un manque d'engagement, un manque de constance. Ça vit sur les flashs plus que sur une performance globale. Donc, si tu arrives à en faire un joueur complet qui a cet impact-là, action par action, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Je reste un peu en retrait sur ce joueur-là parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour un snap où tu te dis c'est vraiment très bon, il y a deux snaps où tu te demandes si, j'exagère, mais s'il a envie d'être là, quoi. C'est un peu le problème, je trouve, avec cette classe d'edge, c'est qu'elle est tellement profonde qu'il y a des joueurs qui produisent, mais sur lesquels tu te poses des questions, notamment d'un point de vue technique, physique, tout ce que tu peux mettre éventuellement dans cette case-là. Et d'autres joueurs, en effet, où tu te dis, bah, c'est monstrueux sur le papier en termes de qualité intrinsèque, mais sur la finition, ça laisse un peu à désirer. Je pense qu'il y a peut-être un autre joueur dont on va parler en fin de premier tour, hein, issu de la conférence Big Ten, qui ressemble un petit peu à ça, même s'il est un peu meilleur selon moi sur le jeu au sol. Mais j'entends ce que tu dis sur Michael Williams, c'est son principal défaut. Ça a longtemps été un top 10. Et là, du fait justement de cette grosse classe de edge rusher, ça interroge un peu plus sur est-ce que concrètement, faut tenter de partir là-dessus parce que ça fait partie de ces joueurs qui ont clairement le label gros potentiel, mais qu'il va falloir quand même voir un jour et pas uniquement espérer le voir à l'avenir. Je te rends la parole, Victor. On reste dans la NFC Sud, la formidable NFC Sud de la version 2024. Les New Orleans Saints sont sur l'horloge, Victor. Qu'est-ce que tu as choisi?
Bah écoute, les Saints, je pense que vont arriver des années de purgatoire, les 1 ou 2 années de purgatoire qu'ils repoussent d'année en année en disant on est compétitif. Je trouve que là, l'effectif commence à vieillir sur certains postes de manière assez catastrophique. Et je pense que le poste de Edge est un besoin parce qu'il y a Granderson, certes. Après, les Chase Young, les Peyton Turner, à mon avis, ça ne restera pas. Il y a Cam Jordan, mais Cam Jordan, il a son âge. Et quand bien même il ait une durabilité absolument formidable, il va falloir penser à le remplacer au bout d'un moment. Et du coup, je le remplace par Nick Scorton de Texas A&M, donc qui est pour moi vraiment le edge setter pur, on va dire en année 1. Il est puissant, il est polyvalent. Il n'est pas encore là où il devrait être en pass rush. À mon humble avis, il y a encore une grosse marge de progression technique. Et justement, apprendre 1 ou 2 ans avec Cam Jordan, je pense que ça pourrait lui faire le plus grand bien. Donc c'est vraiment un joueur pour lequel personnellement j'ai énormément d'espoir sur le potentiel de développement. Pour le coup, Mehdi, qu'est-ce que tu penses de cette sélection de Nick Scurton? Est-ce que pour toi, il y a des choses... Enfin, toi, pour le coup, tu as pris Michael Williams juste avant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait plus pencher la balance vers l'un que pour l'autre? Ou est-ce que c'est juste que, en l'occurrence, tu avais un petit faible pour le joueur de J'ai un Georgia? petit faible pour Michael Williams, mais après, après c'est mon avis, hein, ça n'en tient qu'à moi. Je le voyais un tout petit peu plus haut à Scorton, mais après, ça reste un bon choix. Et, franchement, il n'y a jamais assez de bons de pass rusher ou de edge dans une équipe. C'est la position, il y a de la profondeur à cette position, c'est un pari à tenter. Après, il y a énormément de besoins quand même dans l'équipe, à toutes les positions. Franchement, l'équipe est très âgée. Latimore, par exemple, il est parti en corner, on aurait pu partir sur un cornerback, mais peut-être qu'il n'y en a pas un qui vaut on va dire un choix neuf. Mais bah, pour moi, Edge, c'est toujours une bonne solution. Alors, on a un fan des Saints sur le chat, NKDRZ57, hein, je m'excuse si Compliqué. j'écorche, qui nous dit, bon, bah, il nous dit tant mieux, on prendra un receveur de ouf dans le top 3 l'année prochaine. Donc, Bah il a l'air après, très si vous optimiste vous sur ce choix. attendiez à ce que je prenne un quarterback, vous seriez Après, déçu. alors après, pour le coup, Nick Curtin, tu le disais, gros potentiel. Alors, tu parlais d'edge setter, hein. On rappelle que les edge setters, notamment, c'est ces linemen qui sont capables d'être notamment excellents sur le jeu à la course, en tout cas, qui arrivent à vraiment bien cadrer, je dirais, la poche pour éviter justement que la défense soit contournée de manière assez massive. Donc ça, il le fait parfaitement bien. Et en effet, que ce soit à Purdue à l'époque ou à Texas A&M, il a cette capacité à jouer sur des fronts 3, front 4 en étant assez efficace. Sur la production, je me dis que ça pourrait également être un peu meilleur, mais là encore, on est quand même sur un spécimen assez atypique et qui pourrait en effet intéresser plus d'une franchise au cours de cette QV. Le 10e choix désormais, ce sont les Chicago Bears, messieurs, et c'est donc Elliott qui s'y colle, qui part dans l'Illinois avec ce 10e choix. Bah, l'année dernière, les Bears ont évidemment recruté Caleb Williams avec le choix numéro 1. Ils lui ont donné une cible avec Romeo Dunze. Il faut le protéger. La ligne offensive des Bears n'est pas au niveau, tout simplement. Quand tu as investi autant sur un jeune quarterback, il faut le protéger. Tu as des cibles, tu as un jeu au sol qui est plutôt correct. Il lui faut un tackle. Ils ont pris Darnell Wright, qui joue à droite il y a quelques années. C'est pour ça, moi, je suis parti sur un autre tackle, Kelvin Banks de Texas. Pour moi, c'est le meilleur tackle de cette draft. Il est prêt à jouer jour 1. Il a de l'expérience. Freshman, il était déjà titulaire à Texas, qui est quand même un gros programme qui ne laisse pas nécessairement toujours sa chance aux jeunes. Et du coup, il a eu euh, la possibilité de jouer très rapidement. Il est bon au sol. Il est bon en protection contre la passe. Il a encore du travail, mais enfin, c'est le cas de tout rookie. Mais en tout cas, ce sera dans tous les cas une amélioration à un poste ultra important. Mehdi, ce choix de Calvin Banks, ça fait sens. C'est une des pièces manquantes, très clairement, vu ce qu'on a vu de l'attaque des Bears en 2024. C'est une pièce manquante, oui, parce que l'offensive line a été catastrophique. Il n'y a pas d'autre mot. Après, Caleb, il doit encore apprendre, mais il faut l'aider, quoi, le pauvre. On lui a donné des bons receveurs, mais non, faut lui donner de la protection.
Ouais, un joueur extrêmement précieux, notamment sur le jeu au sol, hein. Donc, quand on sait que là aussi, c'est un secteur peut-être sur lequel les Bears doivent être un peu plus réguliers. On sait que sur la zone rouge, ils ont beaucoup marqué au sol, ils ont beaucoup marqué de touchdowns, mais c'est vrai que sur la production en tant que telle, c'est clairement pas une des meilleures équipes dans ce secteur, donc ça pourra également aider. On passe au 11e choix, Mehdi, je te rends la parole, puisque ce sont les San Francisco 49ers qui sont sur l'horloge. Quel choix pour l'équipe coachée par Kyle Shanahan? Je vais partir un peu sur la même logique pour les 49ers, partir sur un tackle avec Will Campbell. L'attaque, il y a tellement de bons joueurs, de playmakers et tout ça, et arriver à faire comment dire, ce genre de saison, c'est quand même assez catastrophique, je trouve. Le pass pro en plus, il est bon. Il a un bon QI football, il finit ses actions. Et ça, c'est, je pense, très utile dans le schéma de zone de Shanahan. Franchement, pour moi, ça fait sens de prendre un tackle à cette position-là. Alors, Victor, je sais que ce choix t'a un petit peu laissé sur ta faim. Tu es fan de Cam Ward, mais pas que. Tu as des doutes aussi sur Will Campbell. D'ailleurs, pour le coup, alors, question subsidiaire pour Mehdi, tackle ou Oui. garde? Bah, j'aimerais bien tackle, mais possible que ça passe garde. Ses bras sont quand même, il a un peu les bras de T-Rex, quoi. Ils sont pas très très grands, donc pourquoi pas commencer en garde, mais il y a des besoins en tant que tackle, quoi. Donc, Alain en sera fan. Est-ce que ce sera pareil pour Victor, les bras de T-Rex? Est-ce que ça te plaît? Pour moi, c'est un garde. Est-ce C'est que c'est un forcément garde. un reach de fait, même si tu le prends en 11? On a déjà vu. Alors, t'as d'autres cas, hein, bon, qui ne sont pas forcément amenés à te dire que c'est une bonne solution, mais Un est-ce reach, non. est-ce que Skoronski à Tennessee aujourd'hui, on en est déçu? Non, 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 je pense pas que ça soit tellement un reach. Après, moi, j'aurais pris un gros risque sur un autre joueur dont je parlerai un peu plus Mhm. tard, qui est un peu dans peut-être un risque sur le post tackle aussi. Mais écoute, j'ai envie de te dire, on n'a jamais trop de bons linemen. Will Campbell, j'espère juste qu'il va pas nous faire une Ekwonu, quoi. Où on se dit non, mais au pire, il sera bon en garde, et on se rend compte que même en garde, c'est compliqué. Je pense que l'avantage, c'est qu'il descend si bas, je mets des grosses guillemets, mais parce qu'avant le début de la saison, on le voyait en 3, en 4, parce que clairement, il n'a pas produit forcément ce qu'on attendait cette année. Donc, on peut considérer que l'avoir hors du top 10, bah, au niveau de la valeur, ça reste une bonne affaire. Et Shannon et le développement des linemen, en général, ça se passe bien. Donc, pourquoi pas tenter le coup. En tout cas, ce que j'aime bien, c'est que je regarde le chat et ceux qui sont les plus vocaux sur le fait qu'il n'y ait pas d'échange pour l'instant, c'est quand même Jean-Mi et Nitti, quoi. Alors, non, C'est mais pas faute d'avoir essayé, hein. c'est très intéressant parce que pour le coup, dans les 11 premiers choix, il y en a au moins 3 ou 4 où on a voulu échanger, en Oui, fait. Mais la réalité de cette draft, c'est qu'il y a des positions qui sont extrêmement profondes, edge, tackle, c'est ça. defensive tackle, etc. Il y a des positions où il n'y a plus personne dans le top 15, quarterback, receveur, etc. Et du coup, eh ben, ça donne pas envie de monter. Et on a vu, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, où il y a le top 12 ou 14 où il n'y a pas un seul échange. Ouais. Ça peut arriver. Bien sûr. L'année Ça peut dernière, on était arriver. vraiment resté sur notre fin. Et spoiler alerte, hein, il y aura sûrement des échanges qui vont intervenir plus tard dans la soirée. On va nous dire, mais comment vous avez pu faire un échange pour aller chercher ce joueur-là? Donc, il y Ouais, aura des mécontents quoi qu'il arrive, hein, mais voilà. ouais. Pour le coup, c'est vrai que sur les premiers choix, on a préféré jouer la sécurité par rapport à ce que disait Victor, et notamment s'appuyer sur des positions qui peuvent présenter des profils ou interchangeables ou assez différents les uns les autres. Donc, on ne se sent pas forcément obligé de vendre la maison pour aller chercher tel ou tel joueur en l'occurrence. On passe au 12e choix et je m'y colle puisqu'on va parler des Dallas Cowboys qui avaient beaucoup de besoins quand même encore prégnants aujourd'hui, hein. Alors, c'est le moment, je vais spoiler un petit peu l'envers du décor, c'est le moment où tout le monde était suspendu à mes lèvres, en tout cas à mes doigts, hein, parce qu'on faisait ça à l'écrit. Euh, Tout le monde attendait le running back du côté de Dallas. Et je dois dire que j'ai déçu beaucoup de monde. Et je m'en excuse platement, hein, un peu aux fans des Cowboys peut-être, qui s'attendaient à cette sélection avec une grande impatience. Non, je n'ai pas pris Ashton Ginty du côté de Dallas. Alors on nous dit un Cassos, Malakis qui dit. Alors je suis pas, il me semble pas qu'il ait des casseroles, hein, pas encore en tout cas. Il y a un C'est pas- receveur de LSU, si tu veux, Oui, c'est ça, peut-être plus tard. Peut-être qu'Aaron Leslie plus qui... tard, si je fais de mock à 4 ou 5 tours, peut-être qu'il sortira.
Non, je suis parti sur un joueur que j'aime beaucoup, que j'avais déjà cité pour une autre franchise lors de la précédente mock draft qu'on avait fait en live sur Twitch. Walter Nolan, defensive tackle d'Ole Miss, qui pour moi est un joueur qui a peut-être pas été utilisé de la meilleure manière possible lors de ses premières années du côté de Texas A&M. On a quand même vu le gros potentiel qu'il pouvait avoir en 2024 du côté d'Ole Miss. C'est vraiment tout simplement une force de la nature et un joueur qui peut être ultra polyvalent s'il arrive à être bien développé dans une franchise. On a vu quand même, au-delà du départ de Dan Quinn, des grosses lacunes, notamment sur le run-stop du côté de Dallas. Même avec l'arrivée de Mike Zimmer, il y a eu des rencontres où la défense de Dallas, avec les stars qui la composent, a été littéralement piétinée. Donc il faut quand même se faire beaucoup plus respecter dans les tranchées. Encore une fois, Maisie Smith, bah, ça ressemble à un gros bust, en tout cas une très très grosse déception. Quid de ce qui va se passer avec Osa Odigizua, qui il me semble est en fin de contrat à l'issue de la saison. Donc ça me paraît important de rajouter un petit peu de peps. Un lineman défensif intérieur capable de générer de la pression et en plus capable d'exceller sur le jeu au sol avec notamment sa capacité à être un aimant à double team. Donc ça me paraît être un choix on ne peut plus logique pour ce joueur-là qui connaît en plus assez bien le Texas. Donc ça me paraissait assez évident en l'occurrence. Mehdi, est-ce que ce choix te convient du côté de Dallas? Ou est-ce que tu faisais partie de ceux qui attendaient un running back? Ouais, un petit running back, ça aurait été pas mal, quoi. Vu la saison en plus qu'ils ont, les running backs des Dallas. Mais après, c'est un choix qui se comprend. Mazzy Smith, franchement, je suis déçu. Ça, et encore, c'est peut-être le mot est faible, mais je suis très déçu par ce joueur. Donc, Nolan, ouais, il est plus intéressant, peut-être déjà peut-être plus QI de football que Mazzy Smith. Et donc, ça peut être franchement pas mal, quoi. C'est sûr. J'en profite, je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Je remercie Julien Brossillon sur le chat, hein, qui s'est abonné avec Prime pour son 25e mois d'abonnement. Donc merci beaucoup à lui. Puis je regardais un petit peu les réactions. Bon, ça aussi un petit peu. Très moche qui était assez étonné de ce choix assez haut. Mais très honnêtement, je pense que le processus draft et notamment le combine peuvent clairement jouer en sa faveur. Donc ce sera quelque chose à surveiller de près. Victor, 13e choix pour les Miami Dolphins. Quelle direction on prend pour Mike McDaniel et compagnie? Bah écoute, le poste il était assez clair pour moi, c'est tackle, parce que je pense que ça devient de plus en plus un besoin, vu qu'en plus Teron Armstead passe plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain depuis maintenant trop longtemps, à mon humble avis. Après, là, je suis arrivé au moment où il y a ce que moi j'ai envie de faire et ce que je pense qu'une franchise NFL va faire, qui sont deux choses différentes. Et autant les Niners, je les aurais vus partir sur quelqu'un dont je parlerai, autant les Dolphins, je pense que là, ils ont la pression et ils vont prendre un choix safe, en tout cas safe sur le papier, même si je dis tout de suite, je pense que la hiérarchie au niveau des tackles va énormément évoluer Ouais. de janvier à la draft. Je pense que ça va être vraiment un carnage. Le joueur dont je vais parler là, c'est Josh Simmons de Ohio State. Il peut finir 12e, il peut finir 45e, je pense, selon son processus draft. Je le dis sans rigoler. Il y a un potentiel qui est XXL, il est puissant, il est athlétique. Je pense que on ne se rend pas compte à quel point une des raisons du manque de performance des Dolphins cette année, ça a été que le run n'a pas performé, contrairement à l'année d'avant. Je sais que les gens sont souvent focalisés sur des passes, sur Tagovailoa, sur Tyreek Hill. Le run, c'est au moins aussi important. Aujourd'hui, je pense que c'est un des meilleurs tackles, peut-être le meilleur tackle qui reste en tout cas dans le jeu de course. Et il y a un développement au niveau de la passe. Donc, lui aussi aura beaucoup à prouver. Mais voilà, avec le label Ohio State, avec une certaine expérience, etc., je pense que ça fait aujourd'hui partie des joueurs que j'anticipe les Dolphins, par exemple, prendront. Ouais, on rappelle, c'était un joueur qui était à San Diego State à la Oui, base et exactement. qui est arrivé il y a peu de temps du côté d'Ohio State. Année qui s'est terminée très prématurément pour cause de blessures, hein. Vous voyez que ça rentre d'ailleurs dans la catégorie des potentiels points faibles Évidemment. dans ce qu'on peut citer. Lui qui a manqué plus de la moitié de la saison. À gauche ou à droite, du coup? À voir. J'ai envie de dire, ça dépendra aussi de la santé de Armstead. Je dirais idéalement à droite. C'est ça. Armstead joue la Et moitié des matchs et Simon Stott? non, mais voilà, c'est idéalement à droite si Armstead tient, mais je pense que
assez rapidement, il faudra penser éventuellement à décaler à gauche. En tout cas, Nitti aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce choix. Est-ce que c'est ton cas également, Elliot? Oui, oui, t'en parlais, Victor, c'est le genre de gars que j'aurais bien aimé avoir à San Francisco. Euh, ouais, tu l'as dit, il est super puissant, physiquement, c'est très, très impressionnant. En plus, bah oui, il faut protéger un quarterback aussi fragile que Tagovailoa. Tu peux pas te permettre d'avoir une ligne offensive qui est poreuse. Le jeu au sol a été vraiment mauvais cette année à Miami. Mostert ou HL n'ont pas fait les saisons qu'ils avaient fait précédemment et le jeu de la ligne offensive y est pour beaucoup. Après, sur les discussions droite-gauche, bah, en fait, on a un quarterback gaucher, donc on ne sait pas toujours trop où se situer là-dessus. Mais en tout cas, c'est forcément un bon choix. Moi, je suis toujours. Ça fait partie comme les edge. Un bon tackle, tu le prends parce que ça peut toujours être une progression par rapport à ce que tu as, même si Armstead Jackson sur le papier, c'est pas horrible. Mais Armstead, il est tout le temps blessé, donc tu t'espères avoir du mieux et un joueur qui reste sur le terrain en bonne santé, même s'il a eu des problèmes de blessure. Et pour l'avoir vu à San Diego, juste, je lui mets le petit label que vous aimez tous, le label main violente. Voilà. Oui. Très bien. Les fameuses mains violentes des Aztèques, ouais. Comme tout le Exactement. monde le sait. Deux petits points également pour terminer. Malakis qui nous demandait quelle blessure. Donc, c'est une blessure au genou, hein. Donc, en plus, c'est quand même pas les blessures à sous-estimer, très clairement. Et l'autre chose, au-delà de l'aspect blessure, il y a aussi l'aspect pénalité, hein. C'est un joueur qui a pris beaucoup, beaucoup de pénalités durant son cursus universitaire. Il en prend un peu moins ces derniers mois, hein, parce qu'il polie un petit peu plus son aspect technique. Mais c'est vrai que ça aussi, ça va être quelque chose à corriger. C'est peut-être aussi ce qui peut l'amener à passer d'abord à droite plutôt qu'à gauche dans un premier temps. Ce sera peut-être un peu plus rassurant pour son quarterback du futur. On passe aux Colts. Mehdi, je te rends la parole. La sélection d'Indianapolis, laquelle est-elle? Et ben, on va partir en attaque pour aider un peu Anthony Richardson et on va lui prendre le tight end Tyler Warren. Pourquoi? Pour une chose en fait, c'est juste pour lui apporter une menace de plus. En tant que receveur, je trouve ils ont déjà un groupe de receveurs assez jeunes je trouve qu'ils sont pas si mauvais que ça. Je trouve que ça joue bien avec des profils très différents, mais il n'y a pas un tight end, on va dire, établi. Beaucoup des tight ends qui seraient plutôt tight end numéro 2 ou 3 dans d'autres équipes. Et je trouve que voilà, une vraie menace aérienne, il est grand, il fait 6'6". Donc je pense que ça peut être très bien. C'est, je pense, c'est un receveur tight end après le duo le duo du top 10. Victor, il y a peu de choix aussi unanimes que les Colts qui pointent Tyler Warren, j'ai l'impression, sur les différentes mocks qu'on peut voir. Oui, je suis encore un peu hésitant dans le sens où autant un Bowers, ça me choquait pas de voir top 15. Warren, je sais pas. Après, c'est vrai que le talent est là, hein. Yard après réception, coureur de tracé, polyvalence, le talent est là, il n'y a pas de problème. Et la logique, je la comprends. C'est vrai qu'une soupape de sécurité, c'est ce dont ils ont besoin aujourd'hui. Mo Cox ou autre, même Mo Cox c'est un joli joueur, mais c'est pas la solution. Et comme l'a dit Mehdi, pour ce qui est du vertical, il y a du Alec Pierce, il y a la star dont on m'échappe, Michael Michael Pittman. Pittman. Voilà. Donc, c'est vu son contrat, je suis Le désolé, ça troll est de reste. retour. Ouais, Ah très non, bien. mais ça reste une star. Ouais, attends, ça fait des années que vous me vendez que les receveurs des codes, c'est la panacée. Alors moi, je peux Je rien. sais pas qui tu vous vois. Euh... mais voilà, je pense qu'en effet, c'est un risque qui peut se prendre et ça me choquerait pas. Très bien. Bon, en tout cas, Tyler Warren du côté des Colts pour le 14e choix annoncé par Mehdi. Messieurs, ça y est, c'est l'heure. On va passer au choix qui n'aura pas lieu, puisque c'est un choix que je plébiscite. Donc forcément, Thierry Fontenot fera tout l'inverse. Ce sera sûrement un punter ou un kicker. Mais les Falcons sont sur l'horloge avec le 15e choix. Et avec tous ces besoins, bah, forcément, je me suis orienté sur celui qui reste le plus prégnant, avec en plus la fin de contrat de Matt Judon, hein, qui, on le rappelle, a quand même coûté un troisième tour à Atlanta, hein. Ça a été très très bien géré, ça aussi, au passage. Très bon joueur. Je suis passé sur un... Oui, c'est un très bon joueur au demeurant, on est d'accord, mais bon. Qui a bien contribué au meilleur pass rush d'Atlanta en deuxième partie d'année. Mais bon, on n'est pas là pour faire une spéciale Atlanta. On est juste là pour annoncer leur choix. Je pars quand même sur un edge rusher.
Là encore, on l'a dit, il y a beaucoup, beaucoup de profondeur à disposition. Si on reste sur un profil de défense un peu de 34, alors ça oscille un peu vu les interviews de coordinateurs défensifs qu'on voit de la part de Raheem Morris, on ne sait pas trop quelle direction il veut prendre. Si on reste sur un front 3 un peu plus massif, on a vu qu'ils ont beaucoup investi sur des linemen défensifs plutôt intérieurs l'année dernière. Donc je les vois plutôt partir sur des menaces en edge, peut-être pour apporter un profil un peu différent de ce que peut donner à Arnold Ebiketie. Alors ça va paraître un peu paradoxal quand même, puisque je suis parti sur James Pierce, le edge rusher de Tennessee, qui est un pass rusher plutôt longiligne, plutôt rapide, un des meilleurs premiers pas de cette classe. On parlait d'Abdul Carter tout à l'heure, je pense que James Pierce, ça en est pas loin très clairement. Vraiment une capacité à finir les actions qui est assez remarquable. Sur le run-stop, c'est pas déconnant non plus de ce qu'il a montré ces derniers mois du côté des Volunteers dans une conférence en plus où on peut être amené à être pas mal sollicité dans ce secteur de jeu. Après, voilà, le fait qu'il soit encore une fois très long, on va dire très, très longiligne, ça peut le desservir un peu sur le côté puissance, sur le côté défi physique face à des tackles très établis, très sûrs de leur force d'un point de vue technique. C'est quelque chose qui peut être un peu en délicatesse et où là, en effet, on peut retrouver des défauts un peu similaires à ce que pouvait avoir à Biketti, même si Biketti, en sortie de Penn State, n'avait clairement pas les acquis que semble avoir James Pierce aujourd'hui. Donc voilà, va falloir peut-être un petit temps de développement quand même. Je trouve que sur le profil, il y a des choses qui ressemblent, alors c'est pas si peu rassurant non plus, mais à Dallas Turner, qui avait été drafté l'année dernière en provenance d'Alabama. Hein. On a vu que dans la grosse défense de Minnesota, il n'avait pas forcément eu son mot à dire. Mais en tout cas, j'y vais quand même avec un joueur qui a une marge de progression extrêmement significative, qui a vraiment explosé aux yeux du monde depuis la fin de l'année 2023. Donc ça me paraît assez intéressant, vu les edges qui sont déjà partis, de miser sur ce type de profil. Elliot, est-ce que cette sélection te va? Est-ce que tu serais parti sur un autre joueur pour Atlanta? Non, je serais parti exactement sur ce joueur-là. Tu me l'as un peu piqué pour le choix suivant. Ah, Je l'attendais qu'il tombe jusqu'à moi, ça n'a pas été le cas. C'est un, c'est un joueur qui est beaucoup tombé dans les mocks par rapport à ce qu'on a fait, ce qui s'est passé en fin d'année dernière. On voit là sur le graphique, il avait été pris en 1 dans la mock 1 l'année dernière. Voilà, il retombe plus à une place qui semble à peu près plus la sienne, de milieu de premier tour, mais par contre, c'est un joueur qui peut avoir un impact direct sur un besoin important des Falcons. Après, comme tu l'as dit, à chaque fois que tu fais un pronostic d'une sélection, c'est évidemment tout l'inverse qui va se passer. c'est ça. Mais, On nous parlait de Jalen mais Milroe pour couver le futur quarterback du futur, c'est possible. ou pourquoi pas Ashton Genty pour concurrencer Bijan, hein, on sait Cela jamais. dit, Jalen Milroe est plus jeune que Michael Penix, hein, donc c'est sûr que le couver derrière pour prendre la relève, Oui. c'est pas Après, déconnant. Trellen, c'est plus jeune que Michael Penix aussi. La Aussi. moitié de la draft est plus jeune que Michael Penix, donc, voire les trois quarts. Donc, Et quel âge a Bonix? Attends, ça veut rien dire, ça. Faut arrêter avec ça. Faut arrêter. Voilà. Cette crise de jeunisme, vous savez que je suis pas d'accord avec. hmm. On termine avec la première partie de cette draft, justement. Bah tiens, Elliot, je te rends la parole. Les Cardinals, du coup, qui se sont fait piquer James Pierce de peu, vont sélectionner. Alors, est-ce que tu étais parti pour un échange d'ailleurs? Parce qu'on rappelle, il n'y a toujours pas eu d'échange. Oui, il me Après, semble que j'avais fait la demande. En fait, je pense qu'on a quasiment sur un choix sur deux, on a fait une demande d'échange sur cette première partie, qui ont toutes été refusées parce que personne n'avait aucun intérêt à monter. c'est Donc ça. oui, je pense que ça faisait partie des choix que j'avais proposés à l'échange. Mais personne n'en a voulu. Du coup, je suis parti sur renforcer un point que je trouve faible du côté des Cardinals, qui est le front seven. Et je suis parti sur Kenneth Grant, le defensive tackle de Michigan. Euh, c'est un joueur extrêmement talentueux. Voilà, il peut jouer sur pas mal de positions sur le front seven. Je le vois plus comme un defensive tackle d'une 43 ou un defensive end potentiellement d'une 34, mais je pense qu'il est capable de faire plein de choses différentes. Il a profité, on peut se dire qu'il a peut-être profité de la présence à côté de lui de Mason Graham à Michigan, donc à voir ce que ça va donner en NFL. Mais dans tous les cas, c'est un joueur qui va améliorer en fait cette position chez les Cardinals. Ils en ont besoin, c'est un des meilleurs joueurs disponibles à mon avis. Donc voilà pourquoi je suis parti sur Grant. Mais dites un avis sur cette sélection de Grant à Arizona. Moi, j'avoue que personnellement, c'est un choix un peu intriguant sur cette ligne défensive.
Il me rappelle un peu, sans parler de profil exactement similaire, un peu le profil de Byron Murphy à Texas l'année dernière. Intéressant. Je pense que les Cards, c'était pas une des top défenses. Après, on peut partir en attaque, mais moi, je pense, après, la classe, elle est profonde, hein, mais moi, je pense que c'est un bon pari à prendre pour les Cards. Un pari sur l'avenir pour construire, on va dire, la base de sa ligne défensive. En tout cas, j'en profite également pour remercier, parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure, Nolivnos qui a pris un abonnement de niveau 1, son 17e mois d'abonnement, qui nous dit toujours pas de Kams Katobo, je suis déçu. Et moi donc, tu l'imagines bien. Et Juni8 également qui s'est abonné pour son 3e mois d'abonnement. Donc merci à vous pour votre fidélité. On passe à présent à la deuxième partie de cette draft. Et qu'entends-je? Mon oreillette. Merci Camille, j'avais peur de vivre un instant de solitude sur cette séquence. Merci de venir à ma rescousse. Le premier échange, messieurs, de cette soirée, les Cincinnati Bengals étaient sur l'horloge, mais finalement, Elliott a cédé son choix à Victor et aux Minnesota Vikings, qui montent donc pour prendre le 17e choix. Alors, pour les compensations, on va faire ça un petit peu à la va-vite, hein. Je crois qu'il y avait un 4e tour de cette année et un 2e tour de l'année prochaine. Non, un 5e tour de cette année. Un Et 5e tour. bah oui, parce qu'ils ont Oh, que, en le fait, rapia, quoi. ils n'ont que 3 choix, mais après, on peut ajuster sur des choix des années d'après. Ils n'ont que 3 choix cette année. Donc les gens vont me hurler, quoi? Mais déjà qu'il n'y a que 3 choix, tu montes, etc. Machin. Je pense que les Vikings ont la chance d'avoir un effectif qui est quand même assez complet. Je ne crois pas que ça soit une équipe qui nécessite d'empiler les joueurs aujourd'hui. Par contre, c'est une équipe qui, si elle veut viser le Super Bowl d'ici 2, 3 ans avec Gigi McCarthy, puisque normalement c'est ce qui devrait se passer sur le moyen terme, peut-être même sur le court terme, il va falloir des stars sur quelques postes clés. Et je pense qu'il manque aujourd'hui d'un cornerback star. Les Vikings n'ont pas toujours eu de la chance au niveau des defensive backs, parfois par des mauvaises performances, parfois malheureusement pour des événements tragiques. Il y a un joueur qui, pour moi, vaut largement ce choix et devrait, sur le long terme, régler leurs problèmes, c'est Benjamin Morrison, qui est un joueur qui a eu lui aussi une blessure au niveau de la hanche. Hein. De toute façon, tous les cornerbacks, vous allez le voir, sont blessés au fur et à mesure de la saison. Mais c'est un joueur que j'adore techniquement, au niveau de la vitesse, au niveau des mains, au niveau du QI football. On en revient à Will Johnson. Honnêtement, je ne suis pas sûr que Benjamin Morrison soit très loin de Will Johnson. Je pense qu'on est dans la même catégorie de joueurs et le voir sortir du top 15, oui, je vends la maison pour l'avoir, mais je trouve que l'effectif des Vikings est suffisamment complet pour se permettre et il faut vraiment là-dessus, euh, je pense, il faut prendre des risques en fait, parce qu'il ne faut pas prendre du retard sur les Lions, sur les Eagles, etc., qui ont quand même des noyaux de jeunes joueurs qui sont intéressants. Et du coup, voilà, je prends ce risque tout en sachant que les Vikings ont très peu de capital draft et que certains auraient peut-être même été tentés de reculer. Je crois que ça a l'air assez d'accord sur le chat. Alors, Niti qui nous dit en plus Byron Murphy, agent libre à l'issue de la saison, c'est un fait. Et très moche qui nous dit la secondary est quand même assez cata. En tout cas, c'est vrai que les postes de cornerback, notamment parce que le safety, je ne les trouve pas forcément déconnants, mais c'est vrai que les corners, ça pose un gros problème et pas mal de défauts pour les uns et pour les autres. On enchaîne à présent, messieurs, avec l'autre choix des Seattle Seahawks. Sauf que, qu'est-ce que j'entends? Fait très mal les vivre, ces séquences, je vous le dis, hein. Nous avons un nouvel échange. Un deuxième échange de suite qui fait peut-être écho au choix réalisé pardon, par les Vikings. Les Green Bay Packers, messieurs, réalisent un trade-up. Alors, c'est un peu sournois, hein, parce que je dirais et les Seahawks et les Packers. J'ai donc fait un trade avec moi-même euh, pour monter dans cette draft, faute d'autres propositions. Alors, je ne sais plus ce qu'il y a dans la balance, si c'était un troisième ou un quatrième tour pour monter. Je crois que c'est un troisième de mémoire, le choix envoyé par les Packers pour monter. Alors là encore, ça va peut-être faire couler un peu d'encre, hein. Il y a quelques besoins qui peuvent être assez notables du côté des Packers. Je n'ai pas été totalement rassuré. Je pense que Victor sera d'accord par l'attaque et notamment la O-line
des Packers sur le match de playoff récemment perdu face à Philadelphie. On sait qu'il y a quelques petites rumeurs sur des receveurs, sachant qu'il y en a beaucoup qui arrivent en fin de contrat en plus dans quelques mois, donc c'était pas forcément déconnant. Maintenant, je vois un peu de profondeur sur ces deux postes-là pour aller chercher des joueurs un petit peu plus tard, et je vois quand même pas mal de corners assez importants qui sont partis. Alors, il y a un choix que beaucoup plébiscitent, mais qui a également des petits problèmes de blessure. Un joueur qui, pour moi, pour l'instant, est un peu sous les radars et qui sera à surveiller, je pense, au cours du processus draft. Je vais réactiver, comme pour Walter Nolan, ma connexion Ole Miss, puisque je suis parti sur Trey Amos, le cornerback donc des Rebels. Alors, encore une fois, ça va peut-être apparaître comme un reach pour certains, mais c'est vraiment un joueur, je trouve, dont la marge de progression est assez significative. Joueur qui a eu un parcours extrêmement atypique, là aussi, passé par Louisiana, Alabama également pendant une courte période, hein, et qui pourtant a réussi quand même à avoir pas mal de temps de jeu dans un backfield défensif qui était on va dire, très partagé en termes de snap. Il a vraiment réussi du côté d'Olmis à franchir un palier supplémentaire et je trouve qu'il a beaucoup de fondamentaux importants pour un cornerback. La capacité à jouer physique, la capacité à avoir des bons changements de direction justement pour coller au tracé adverse. Il est peut-être encore un peu rustre, je dirais, dans certains aspects techniques, notamment sur le plaquage, même si ses statistiques en termes de plaquage ne sont pas infamantes en soi. Mais donc je me dis, c'est un joueur qui a quand même une certaine marge de progression pour potentiellement remplacer notamment Eric Stokes, qui a l'air au bout du chemin du côté des Packers. Dans une moindre mesure, peut-être Jair Alexander avec les déclarations encore un petit peu énigmatique du joueur après la défaite face aux Eagles. Oui, il y avait des besoins qui paraissaient importants, des décisions qui paraissaient importantes sur d'autres positions. Mais là, sur le poste de cornerback, on commence à être un petit peu dénudé du côté de Green Bay. Si on se retrouve qu'avec Keyshawn Nixon et Carrington Valentine, ça fait quand même un petit peu léger. Mehdi, ça te paraît bien, très Amo? Je sais pas Bon si... choix. Après, c'est la position que je trouve qui est bonne. Jay Alexander, je trouve il est plus aussi dominant. Ça a toujours un quarterback élite, mais il est un peu moins dominant et c'est vrai que les déclarations sont pas top. Stokes, je pensais qu'il avait un avenir pour être vraiment un cornerback élite. Bah, au final, c'est pas à son niveau. Donc avoir Trey Amos, voilà, c'est une bonne solution. Franchement, la solution de cornerback est bonne. Après, je serais parti sur offensive line. Il y a besoin. Ouais. Alors, Clemep qui nous dit pourquoi trade up sur Ramos. Alors, encore une fois, je précise, c'est vraiment une question de profil. Je pense que c'est celui qui corrait le mieux à Green Bay, non pas que l'autre joueur en question, mais je trouve que d'un point de vue production et un point de vue de la polyvalence, c'est vraiment un joueur qui peut apporter énormément, je trouve, dans la défense mise en place par Jeff Hafley. C'est un joueur qui peut être excellent notamment sur la défense de zone. Donc je me dis très honnêtement que c'est peut-être le profil qui peut le mieux coller. Et si les Packers veulent être sûrs de l'avoir avec les cornerbacks qui sont déjà partis, peut-être qu'il faut essayer de monter un petit peu de position pour être sûr de l'avoir, même si en effet 18 pour Trey Amos, c'est peut-être un petit peu surpayé. Attention quand même, on attend encore une fois de voir ce qui va se passer au printemps prochain pour se faire une idée un peu plus précise de son positionnement dans cette QV. On passe au 19e choix. Les Tampa Bay Buccaneers sont sur l'horloge. Et pour s'y coller, bah, c'est Elliott qui reprend la main. Quel choix on fait du côté de la Floride? Et du côté de la Floride, on va se rendre du côté de la défense du front seven. Et on va partir sur Jalen Walker de Georgia. Jalen Walker, il est intriguant, je trouve, comme joueur. C'est difficile aujourd'hui de savoir, je pense, sa position numéro un. Est-ce que c'est un edge rusher? Est-ce que c'est un off-ball linebacker? Difficile de le dire, mais en tout cas, ça répond, quel que soit le choix des Buccaneers et quel que soit l'endroit où il va jouer en NFL, ça répondra probablement à un besoin. La volonté David et KJ Britt sont agents libres. La volonté David ne va évidemment pas en rajeunissant. Je crois que Joe Tryon Shoyinka doit être agent libre ou en fin de contrat rookie. Donc, quel que soit le choix que font les Buccaneers, s'ils font jouer en edge, s'ils font jouer en linebacker, c'est un bon joueur, c'est un très bon joueur qui a gagné le Butkus Award de meilleur linebacker de NCAA cette année. Donc c'est pour le titre de meilleur linebacker, hein, je précise. Oui, pardon, ouais, de meilleur linebacker. Donc, je pense qu'il peut avoir un vrai impact direct dans la défense des Bucks. C'est intéressant ce qui est en train de se construire, je trouve, chez les Buccaneers niveau défensif.
T'as Winfield qui est un extraordinaire safety. Jamel Dean est un très bon corner. Vita VR, on n'en parle pas. Khalid Kensi. Et tu peux encore renforcer cette zone entre les deux avec un joueur comme Jalen Walker. Victor, ton avis? Alors déjà, moi, je pense que c'est un choix qui aura lieu, parce que comme j'adore Jalen Walker, c'est sûr qu'il finira chez un rival de division. Ça, je peux le signer déjà d'emblée. Euh, Profil assez similaire peut-être à Nolan Smith ou Peyton Wilson. Qu'est-ce que tu en penses? Niti nous disait qu'il va sûrement finir aux Eagles. Ça peut Non, en tout parce cas coller. que Après, c'est ce qui peut aussi peut-être retarder, on va dire, son explosion vraiment en NFL, c'est de savoir en effet concrètement où on peut vraiment l'utiliser à 100%. impossible qu'ils finissent aux Eagles pour moi, parce que c'est pas le profit dont ils ont besoin. Justement parce qu'il y a Nolan Smith. Hmm. Euh, j'ai du mal, moi, avec Jalen Walker, en fait. Je trouve que c'est Nolan Smith, mais en moins athlétique, en moins intelligent et en beaucoup plus soft. Et je dis ça à toute chose égale par ailleurs. Je suis pas en train de dire que c'est une pipe, hein. Je pense que c'est un choix que feront des équipes NFL. J'ai aucun problème avec ça. Parce que le potentiel, il est là. J'ai pas de problème avec ça. Personnellement, j'ai un peu de mal à avoir l'étincelle aujourd'hui. Je trouve que c'est un joueur qui donne l'impression de jouer avec le frein à main. Alors, c'est sûr que si quelqu'un arrive à desserrer le frein à main, peut-être que ça peut donner un truc assez fou. Je sais pas, j'ai l'impression d'un joueur. Pour moi, ça sent joueur qui développera jamais son potentiel au fil du temps. J'ai, je, je demande à être séduit, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Très bien. Bon, on verra en tout cas ce qu'il en est. C'est l'heure pour Mehdi d'entrer en piste hein, avec plusieurs sélections. La première, c'est celle des Denver Broncos, où là encore, ça paraissait quand même assez complet des deux côtés du ballon. Quelle décision on prend du côté du Colorado? On pouvait partir en attaque, en défense, et j'ai choisi position de nose tackle avec Dion Walker. Pourquoi? Parce que je pense que DJ Jones, c'est un bon joueur, mais ça veut pas être un joueur élite, c'est un élite. Et de toute façon, c'est bientôt la fin de son contrat. C'est un point d'ancrage, il va être un aimant à double team. Donc ça va être très utile pour la défense des Broncos. C'est un beau bébé et très puissant quand même. Donc déjà pour le run stop, ça va être pas mal. Après, bah, il va falloir se développer. Après, je pense qu'il a les joueurs et le staff qui sont là pour vraiment l'aider. Et il va pouvoir, on va dire, libérer les autres pass rushers comme Nick Bonito. Et avant d'interroger les camarades, je te laisse enchaîner sur le choix des Pittsburgh Steelers parce qu'on reste a priori sur la ligne défensive. Oui. Après, oui, je suis parti sur Derrick Harmon, donc qui est pas le même profil. Plutôt, lui, c'est plutôt un pass rusher intérieur qui a une bonne, on va dire, qualité de pénétration à l'intérieur. Franchement, il est là pour, je sais pas trop à qui le comparer, mais très physique et déjà qui peut être déjà une menace pour les quarterbacks adverses, mais dans l'intérieur. Elliot, est-ce que tu as un avis sur Dion Walker, notamment du côté de Denver? Qu'est-ce que ça t'inspire? Dion Walker, je le voyais pas nécessairement aussi haut. Je trouve qu'il y a encore des questions, notamment sur son niveau. Il a encore des progrès à faire, je trouve, sur sa défense contre la course. Après, bah, quand tu es à Denver, tu as du temps parce que la défense, elle est extraordinaire et du coup, tu as le temps de te développer. Donc, si le potentiel, il atteint son potentiel comme on peut le voir, oui, ça sera un très bon choix. Tu l'as dit, Mehdi, DJ Jones est en fin de contrat, un pur défenseur contre la course. Donc ouais, je trouve ça un poil haut. Après, je comprends le choix de renforcer quelque chose qui est déjà très fort pour continuer à dominer sur le secteur défensif. Victor, Derrick Harmon à Pittsburgh, Mm. ça peut faire l'affaire, surtout qu'on sait que Casey Hayward, par exemple, est un peu sur la fin. Oui, c'est un joueur qui est rassurant et qui en plus a plutôt du potentiel, je trouve personnellement. Il est déjà très bon contre la course. Il nécessite du travail en pass rush, mais c'est pas forcément choquant sur des joueurs qui ont ce profil-là. J'aime bien le joueur parce que lui, pour le coup, je trouve que il y a quelque chose quand il joue. Il y a une flamme, quoi. Il joue vraiment décidé Hmm. et mine de rien, Un peu trop, non, des fois, il fait pas un peu poulet sans tête. Il fait un peu Obélix. Laissez-le moi, laissez-le moi. un peu C'est un peu. d'excès d'agressivité, Ouais. ouais, de temps en temps. Je suis d'accord. Mais ça, au pire, ça se coach.
Enfin, Hmm. ça se coach. Oui, Il y aux a des gens Steelers, qui, a priori, il y aura de quoi faire. Ouais. il y a des gens qui apprennent jamais, mais sous Mike Tomlin, normalement, même les débiles, sous Mike Tomlin, ils se tiennent. C'est une fois qu'ils partent Surtout les de, receveurs, c'est une oui. fois qu'ils partent de Pittsburgh qui commencent à faire des conneries, tu vois. Mais du coup, ça, j'ai pas trop de mal à voir Tomlin cadrer là-dessus. Je pense que là, il y a clairement, on est en train de voir un rush sur des linemen défensifs, mais c'est vrai qu'Armond, là encore, ça fera partie de ces joueurs. S'il peut démontrer dans le process draft que techniquement, c'est de mieux en mieux, bah, il y a un beau potentiel. Clairement, à surveiller. J'en profite également pour remercier Rexid qui s'abonne avec Prime pour son 5e mois d'abonnement. Donc merci beaucoup à lui. On commence à épier sur le chat les joueurs qui ne sont pas cités à l'issue du 21e choix. Rassurez-vous, il y aura forcément des joueurs, vu la profondeur sur des positions, qui vont rester sur le carreau. Donc ne soyez pas surpris en l'état. On passe au 22e choix, pardon, désormais. Elliot, je te rends la parole puisque ce sont les Los Angeles Chargers qui sont désormais sur l'horloge. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait aux Chargers? Moi, ça me paraissait évident leur premier besoin. C'était que bah, ils ont recruté un jeune receveur l'année dernière en la présence de Ladd McConkey, qui est excellent, qui est devenu le go-to guy de Justin Herbert. Par contre, à côté de lui, bah, c'est le désert. Quentin Johnston, et j'ai pas de mots pour Quentin Johnston, Ah, il même n'a pas si fait ça. il a pas fait de mauvaise saison en l'état. Ouais, non, Il mais s'est rattrapé en fin de oui, saison, mais enfin, ses mains en beurre, elles sont revenues en playoff, hein. c'est ça, c'est ça. Et puis, vous l'aviez annoncé dans de nombreux podcasts draft à l'époque. On sait que Harbaugh adore construire un jeu au sol performant. Ça a été le cas cette année avec J.K. Dobbins. La ligne est bonne. Voilà, donc j'ai envie de renforcer ce jeu aérien et donner une cible nouvelle à Justin Herbert pour diversifier un petit peu en fait cette attaque aérienne. Je vais partir sur Luther Burden de Missouri. Luther Burden, c'est un joueur qui est pas très grand, qui est très rapide. Ça pourrait, dans le profil en tout cas, faire un peu doublon avec McConkey. C'est un joueur qui, pour moi, serait encore meilleur dans le slot. Mais ça peut être aussi intéressant d'avoir justement un espèce de monstre à deux têtes avec deux joueurs très rapides, des playmakers capables de faire des gros jeux, notamment dans une équipe qui est aussi concentrée sur le jeu au sol. Avoir deux receveurs vifs comme ça qui peuvent exploser dès que tu leur donnes un petit peu d'espace sur le terrain, ça peut être super intéressant. Donc, Tu peux le dire, donc les voilà. Chargers vont jouer comme les Chiefs. C'est un Oui, bel pourquoi plan. pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça a marché pour les Chiefs. Justin Herbert n'est pas Patrick Mahomes, mais il reste un quarterback de très haut niveau, malgré sa performance ignoble en playoff. Donc voilà, faut l'entourer, faut lui donner des cibles, parce qu'il faut profiter du quarterback que tu as pour les années à venir. Mehdi, j'imagine que receveur, le Burden, t'as suivi de ça un petit peu. Qu'est-ce que ça Oui, te... et bizarrement, ça, j'aime bien le joueur, mais je trouve que ça correspond pas aux Chargers. Déjà, je trouve que ça ferait doublon avec McConkey. C'est pas le plan de jeu, on va dire, de l'attaque des Chargers. J'ai un peu de mal à. Voilà, je pense qu'ils vont peut-être se marcher un peu sur les pieds, les deux. Je serais peut-être plus parti sur un receveur, on va dire, de grande taille, qui peut être, on va dire, receveur numéro un. Après, ça reste un bon joueur, mais c'est pas le choix que j'aurais fait. Très bien. Bon. En tout cas, on peut enchaîner sur la suite avec le 23e choix, celui des Seattle Seahawks, hein, les Seahawks qui reviennent après avoir échangé à leur 18e spot aux Green Bay Packers. Et je ne vais pas être très original, parce que si vous avez vu la mock draft écrite il y a quelques jours, je n'en démords pas. Je suis parti sur un lineman intérieur et sur Jonas Savainea, le lineman d'Arizona, tout simplement, parce que pour moi, c'est le meilleur lineman intérieur en termes de passe pro. Et a priori, Gino Smith a besoin d'être sauvé, d'être protégé à ce niveau-là. La horrible O-line des Seahawks est de retour, même sans Russell Wilson. On a de nouveau des gros problèmes et il va falloir renforcer cette escouade-là, hormis peut-être Charles Cross, qui rassure un petit peu sur le reste des positions. Je dis un petit peu, Victor. Commence pas à faire la mouche, je te vois. En tout cas, sur le poste de garde, c'est assez cataclysmique. Donc, en espérant potentiellement qu'on arrive à développer, par exemple, à Christian Haynes au cours des prochains mois, ce serait bien aussi d'avoir un garde un peu plus établi. Et je pense que Jonas Avainea, même s'il n'a pas forcément
tous les prérequis sur la protection extérieure, on dira, sur le contournement, sur les petits espaces. Je pense qu'en termes de passe pro, ça peut vraiment être un joueur qui va régaler. Il doit un petit peu plus se développer sur sa capacité à monter sur le deuxième niveau, comme on dit, pour s'améliorer sur le run stop, sur le run block, pardon. Mais en l'occurrence, pour vraiment réussir à protéger efficacement les Seahawks sur l'intérieur de la ligne, pour moi, c'est meilleur que Tyler Booker. C'est meilleur peut-être qu'un autre joueur dont on a parlé tout à l'heure. Mais ça me paraît être le choix le plus sûr aujourd'hui pour les Seahawks et pour le futur nouveau coordinateur offensif de la franchise. Victor, d'accord avec ça du coup? Pas sur Charles Cross, hein, sur Saviner. Oui, bah, pour le coup, je pensais, parce que hier, on a finalisé les choix, mais on n'en a pas discuté. Je pensais que tu voulais mettre tackle droit. Et j'étais un petit peu. Je me posais la question de s'il correspondrait. En garde, parce que tu l'as dit, hein, quand ça, sur les débordements de vitesse, parfois ça chagrine un peu. En garde, je pense qu'il est excellent. Vraiment. Il a la masse, il a le QI football. Il évitera du coup ces pénalités parce qu'il est débordé justement par la vitesse qu'on l'a vu faire de temps en temps. Donc les Seahawks, de toute façon, ça fait, je sais pas, ça fait combien de temps que je regarde le football? 25 ans, bah, ça fait 25 ans qu'on dit qu'il faut qu'on renforce la ligne. Mais c'est vrai que c'est un besoin évident. Et j'aime bien le côté massif au poste de garde. Je pense en effet que c'est une belle réponse. C'est un beau joueur, j'aime beaucoup et ça me plairait de le voir dans ce système-là. On passe du coup aux Cincinnati Bengals. Elliott, les Bengals qui sélectionnent enfin, après avoir cédé leur 17e choix aux Miami Dolphins tout à l'heure. Est-ce qu'on part en attaque ou en défense du côté de la franchise de l'Ohio? Forcément, on part en défense. Ça a été le point faible total des Bengals cette année. La défense a été à minima ignoble. Euh, Joe Burrow a fait une saison extraordinaire et il n'est pas allé en playoff, notamment parce que la défense a été très mauvaise, en plus d'autres choses, hein, mais la défense était très mauvaise et il manque, je trouve, un cornerback à cette équipe. Cam Taylor-Britt est un plutôt bon joueur. Autour de lui, il n'y a pas grand-chose. Et c'est pour ça que je suis parti sur Shavon Revel, le cornerback d'East Carolina. Euh, Ça doit être peut-être un des seuls joueurs qui peut être attendu au premier tour, qui est dans une fac aussi petite, un peu à la manière de Quinion Mitchell l'année dernière. Il est moins fort que Quinion Mitchell, qu'on soit d'accord là-dessus. Mais il a des énormes qualités pour être un cornerback 1, je pense, en NFL. Il est grand, il est long, c'est un playmaker, il est capable de faire des interceptions. Grosse question, un peu comme tous les cornerbacks de cette draft, au niveau médical, parce qu'il s'est fait le ligament croisé cette saison et qu'il a manqué du coup toute la fin de saison d'East Carolina. Donc le processus de draft avant la draft va être très important pour savoir son niveau de santé et le niveau de son genou, pour savoir quand est-ce qu'il sera prêt à jouer. Et c'est pour ça, je pense aussi qu'il descend, c'est qu'il a des qualités pour être au niveau d'un Benjamin Morrison, je pense, mais que sa blessure est plus grave. Donc voilà. Je pense que il est à peu près à sa place avec son historique de blessure. Il aurait pu être plus haut s'il était en bonne santé. Il peut aussi descendre beaucoup plus bas selon son niveau de santé. C'est ça. C'est vraiment un peu sur le modèle de Ted McMillan. C'est vraiment le profil physique qui va plaire parce qu'un cornerback assez grand avec sa mobilité et son aptitude à jouer en presse, c'est forcément un joueur qui va faire tourner des têtes. Encore faut-il en effet qu'il soit revenu à 100% suite à sa blessure prématurée de la campagne 2024. Belle remarque de Samaritan sur le chat qui nous dit Victor, tu commences à être vieux. On l'a dit tout à l'heure, hein, il y a un quota au niveau de la moyenne d'âge. Et donc ça tombe bien, si vous aimez les vieux, vous allez avoir deux choix de suite annoncés par Victor, puisqu'on va avoir les Texans avec le 25e choix et les Rams derrière avec le 26e. Victor, donne-nous d'abord ton choix pour les Texans. Alors, pour les Texans, il fallait renforcer l'intérieur de la ligne ou, sur le long terme, le poste de tackle. Et à minima, sur le court terme, l'intérieur. Et il y a un joueur que j'adore. Et alors, j'ai été très étonné de voir Dane Brugler, que je respecte énormément, le mettre en 11 dans sa mock de ce matin, alors que moi, j'avais drafté hier. Il C'est t'a il- Armand il t'a Membou. écouté, je pense qu'on peut le dire. Oui, non, mais c'est ça. Bah, souvent, il m'appelle, Dane. Je lui dis, attends, je vais te donner des conseils, parce que ta mock, ça, c'est Hello Vic. ouais, c'est ça. Donc, c'est Armand Membou de Missouri.
dont je suis amoureux et dont je pense qu'il peut finir top 15, je dis. C'est le Kenyon Green de son époque. Alors, ça n'a pas très bien réussi à Kenyon Green, mais bon, justement au Texan d'ailleurs. Il est athlétique, il est fluide, il est polyvalent et il a une marge de progression énorme. C'est-à-dire que techniquement, il est bien, mais il a encore. Il peut faire mieux au niveau de son contrôle de corps, il peut faire mieux dans la façon dont il absorbe la puissance, il peut répondre mieux à la vitesse. Enfin, en gros, il est déjà pour moi excellent et il peut tout faire mieux. Et je pense, je ne sais pas pourquoi son profil pour l'instant est un peu dans l'ombre, mais athlétiquement, je crois qu'il va tout défoncer dans le pré-draft. Et les gens vont se rendre compte de l'athlète qu'il est. Et vraiment, le potentiel de progression, enfin, avec tous les petits défauts que j'ai dit, il en est déjà là. Je pense qu'il a un potentiel de fou et que même si ça se développe bien, il pourrait finir tackle. Donc pour le coup, c'est vraiment. Enfin, aujourd'hui, on l'a vu, hein, l'intérieur de la ligne, c'est catastrophique au niveau des Texans, donc ça fera jamais de mal. Et vraiment, moi, c'est un joueur dont je suis amoureux. Voilà. Comme ça, tu en as profité pour répondre à Malaki sur le chat qui nous posait la question, la main intérieure ou tackle, hein. Donc après, il y a la vision à court et à moyen long terme. Talent générationnel ou pas? Le chat veut Non, savoir, Victor. on n'en est pas là. Mais par contre, c'est mon Jack Campbell. Et je vous rappelle que vous vous êtes moqué de Jack Campbell pendant des Quoi? mois pour qu'il Qui? finisse au premier tour. Qui? Où est-il? Montre-le-moi. Qui s'est moqué de Jack Campbell? Pas Personne. moi, pas On moi, je donnera crois pas de pas. nom. Non, t'as bien raison. Plus tard, peut-être. On sortira Voilà, les dossiers. exactement. Côté des Rams, est-ce qu'on reste sur la ligne offensive ou est-ce qu'on va voir ailleurs? Eh ben, on reste sur la ligne offensive avec un joueur qui, quand j'ai sélectionné, Grégory a fait oh non. Alors, je ne sais pas si ça veut dire que je lui ai Alors, piqué ou qu'il j'ai n'est pas pas d'accord. exactement dit ça. C'est un genre sur lequel je louchais. La citation était All bâtard. Ah, pardon, pardon. Il faut Autant, redire les termes. Il faut dire les termes. autant pour Exactement. moi. Vous voyez que je suis quelqu'un de très distingué. Mais Josh Connerly Jr., donc tackle de Oregon, il est assez atypique, je trouve, parce qu'au niveau des dimensions, il coche peut-être pas toutes les cases, ou en tout cas, il ne sera pas aussi parfait dans les dimensions droite, gauche, haut, bas que certains autres pendant le combine. Mais sur le terrain, ben, je trouve que vraiment, il joue mieux que ce qu'il ne pourrait paraître physiquement. C'est-à-dire, techniquement, c'est peut-être le meilleur tackle sur le plan technique de cette draft aujourd'hui. Je dis, moi, techniquement, je trouve qu'il n'y a pas mieux que lui. Contrôle du corps, constance, il est toujours bon. Toujours bon. Donc, c'est un joueur vraiment que je trouve assez formidable parce que ben voilà, il coche pas toutes les cases, mais action après action, il est meilleur que les autres. Et j'aime bien ce genre de profil parce que souvent, c'est des bosseurs. Et en plus, il va arriver avec un Sean McVay qui, je n'en doute pas, saura très bien le driver, puisque Sean McVay et les jeunes, pour l'instant, ça se passe plutôt bien au fil des années, hein, on ne va pas se mentir. Sean McVay et son staff, évidemment, il ne fait pas ça tout seul. Mais du coup, voilà, j'ai envie de le voir là-bas parce que je trouve que ça fait partie des environnements qui peuvent l'aider à se développer et qui ne vont pas s'arrêter au physiquement, il ne coche pas toutes les cases. Un Puka Nakua, il ne cochait pas toutes les cases parce qu'il était trop grand, machin ou quoi. Bah, je pense ils peuvent lui donner sa chance et ça peut être une vraie belle pioche. NKDRZ 57 qui nous dit le rêve, c'est qu'il finisse en 41 chez nous. Je crois qu'il était fan des Saints, hein, si je ne me trompe pas tout à l'heure. C'est vrai que 41, ça va être compliqué. Après, on l'a dit Ça tout à fait l'heure, loin. tout peut être très vite redistribué chez les tackles, mais je rejoins Victor, hein, d'où ma réaction, mon onomatopée presque de la mock qu'on avait réalisée. C'est vrai qu'il y a un sérieux potentiel et que j'avais le louché sur lui, notamment pour une franchise pour laquelle je vais piquer dans pas très très longtemps. Mehdi, c'est à toi, puisqu'on va parler des Washington Commanders. Une équipe qui a beaucoup étonné, mais qui malgré tout a des besoins qui peuvent être pas mal considérés en attaque ou en défense. Qu'est-ce que tu as privilégié? Je préférais partir sur la défense et encore sur un edge rusher. Je suis parti sur Shemar Stewart. Pourquoi lui? Je trouve c'est un potentiel. Je pense pas qu'il sera encore très prêt pour l'année 1 en NFL. Il y a un prototype physique. Je trouve il est polyvalent quand même.
donc il va pouvoir apprendre à plusieurs positions peut-être, à plusieurs positions sur le terrain bien sûr. Il a des bonnes mains et en plus je trouve qu'il a comment dire, un côté que les autres n'ont pas, c'est plutôt au côté Iron Man. Il va être toujours là, toujours présent, gros moteur. Je pense que ça peut être très très utile pour on va dire le futur de la défense des Commanders. Elliot, ça te paraît bien cette sélection de chez Mark Stewart? Moi, j'avoue que c'est un joueur qui me laisse un peu sur ma faim, hein. C'est un peu. En Ouais, je termes suis d'accord. de. Il y a un potentiel, mais j'ai l'impression que c'est encore. Bah, après, c'est ce que disait Mehdi un peu, hein. Mm. Il faut. C'est peut-être un joueur qui va nécessiter une marge de progression, en tout cas un temps d'adaptation un peu supérieur à d'autres. Oui, je suis d'accord avec Mehdi. C'est vraiment un potentiel. Aujourd'hui, il n'est pas prêt à être à ce que tout le pass rush d'une équipe repose sur ses épaules. Par contre, oui, le potentiel, il est très, très, très élevé parce que bah, il est physiquement ultra impressionnant. Il est grand, il est costaud, il est, il est puissant. Va falloir, oui, il est polyvalent, mais je pense qu'il va falloir qu'il se concentre vraiment sur cette position d'edge à l'extérieur parce que l'intérieur de la ligne, de toute façon, à Washington, c'est calé avec Byron Murphy, avec Jonathan Allen et avec le troisième dont j'ai plus le nom, mais qui est très fort. Euh, Bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Mais non, non, c'est une bonne sélection chez Mark Stewart. Si l'objectif de Washington, c'est d'avoir un joueur pour le futur et pas jour 1. Oui, en effet, ce que nous disait Samaritan sur le chat, c'est sûr que c'est pas forcément un risque extrêmement élevé de prendre au 27e choix. Johnny Newton, hein, nous précise. Euh, Johnny Newton, pardon, pas ouais. Byron Murphy qui est à Seattle, ça. Ça fait partie de ces joueurs qui changent de nom tous les 2 jours, hein. L'année dernière, il s'appelait Tarzan et cette année, il Mm. s'appelle Johnny. J'arrive plus à suivre. Euh, on va parler d'un autre edge rusher à potentiel pour les Baltimore Ravens, messieurs. Et oui, spoiler alert, on va parler de défense, hein, comme souvent du côté de Baltimore, avec un profil qui m'intrigue énormément. Je ressors ma carte Ole Miss. Vous avez aimé Walter Nolan, vous avez aimé Trey Amos, vous adorerez sûrement Princey Yumal-Mielen. Ne serait-ce que sur la prononciation, je pense que c'est un régal. On va pouvoir s'entraîner gaiement, mais c'est vrai que c'est un joueur vraiment qui est extrêmement atypique. Je parlais tout à l'heure de James Pierce qui avait ce côté extrêmement longiligne, mais à qui il manquait de la puissance. À mon sens, Human Mielen a peut-être un défaut de production, vraiment en tant que tel, mais je trouve que justement cette puissance, même si il faut qu'elle soit peut-être un peu ajustée justement à ses attributs physiques vraiment hors normes. C'est un joueur qui a un peu plus, je trouve, cette polyvalence, ce package qui peut lui permettre de sévir en NFL. Et comme je l'avais dit sur la mock draft écrite, où il me semble déjà, j'avais envoyé Johan Mielen du côté de Baltimore, je pense que ce dont il a besoin avant tout, c'est d'un coaching staff qui justement lui apprenne à corriger un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur Derrick Harmon qu'on envoyait aux Steelers. C'est ce type de joueur-là à qui sur certaines phases de jeu, faut peut-être mettre la tête à l'endroit et lui dire, OK, tu es sûr de ta force. Maintenant, faut pas te perdre un petit peu on va dire en conjecture, faut pas partir dans tous les sens tel un taureau. Faut vraiment optimiser, on va dire tes efforts et ton arsenal de moves. Et je pense que par exemple, l'environnement de Baltimore, pour un joueur qui peut jouer front 4, qui peut jouer un peu plus écarté avec un front 3, avec un front 3 devant lui, c'est vraiment un joueur qui peut être extrêmement précieux dans le système défensif mis en place par les Ravens. Victor, je vois que tu étais globalement d'accord sur cette sélection. Totalement. En fait, moi, j'ai été choqué quand tu regardes des sites américains ou quoi. La première phrase, c'est il manque de puissance, il manque de puissance. Je crois pas qu'il manque de puissance. Je crois juste qu'il y a des mal dirigés aujourd'hui. Donc, moi, je suis assez d'accord avec toi. Et en plus, il est vraiment soudain et presque inattrapable. Donc, j'aime beaucoup le potentiel aussi. Je pense que tu l'as dit, en fait, dans le bon environnement, ça peut être vraiment la bonne surprise de la fin de premier tour. Il y a un vrai truc chez lui. Et j'avoue que quand tu l'as pris, j'étais étonné, mais dans le bon sens du terme, de prendre ce risque parce que j'aime beaucoup, moi, personnellement, le joueur. Voilà. Ça m'arrête qui me dit manque de QI. C'est peut-être pas celui qui est le mieux utilisé, on dira. Enfin, encore une fois, moi, c'est plus le côté. Il a c'est un peu l'image que je prenais par écrit, c'est-à-dire qu'il a un plan A, je pense, qui peut être vraiment problématique. Comme on dit, il a un gros moteur, il a une capacité à être vraiment très pressant dès le premier contact. Par contre, s'il tombe vraiment sur un tackle qui lui pose des problèmes,
Là, je dirais pas qu'il va paniquer, mais en tout cas, comme disait Victor, il va peut-être pas utiliser de la meilleure des manières ses attributs. Il va se retrouver un petit peu écarté de l'action parce qu'il va pas favoriser il va pas favoriser la meilleure option. Après, je pense que le QI foot est peut-être pas aussi problématique que sur d'autres joueurs, mais il faut qu'il gagne un petit peu en maturité sur ce registre-là, je pense. On va passer au 29e choix, sachant qu'on a un échange avec les Buffalo Bills qui devaient sélectionner initialement et qui envoient leur 29e choix au Kansas City Chiefs. Il y a des airs de déjà-vu, hein, je crois, hein, Oui, si certains se rappellent bien, un 10e choix d'il y a quelques années. même l'année Euh, dernière, hein. Ah oui, même l'année dernière, ça m'avait Ah échappé non, ça. pardon, non, c'était les Panthers avec Buffalo, pardon. Et donc, Buffalo qui envoie son choix donc à Kansas City, puisque les Chiefs vont sélectionner et récupèrent un autre joueur. J'ai pris que des joueurs avec. Parce que je sélectionne avec les Chiefs, hein, je ne l'ai pas dit. Euh, on n'a que des joueurs avec des noms, des prénoms sympas. Et du coup, bah, avec le 29e choix, on sélectionne un tackle du côté du Missouri avec Ereonte Ersery, tackle de Minnesota, qui fait partie un petit peu de ces tackles extrêmement massifs, principalement efficaces sur le jeu au sol. Il faut dire que du côté des Golden Gophers, on ne joue pas énormément à la passe dans le système de PJ Fleck, en tout cas peut-être beaucoup moins que d'autres équipes. Après, sur le même modèle un petit peu que Kingsley Mathias, c'est un joueur qui a un énorme potentiel sur le pass pro et sur la capacité à avoir un développement extrêmement intéressant du côté de la NFL. Vraiment une mobilité qui n'est pas déconnante et vraiment ça peut être un garde du corps privilégié de Patrick Mahomes, ce que n'a peut-être pas pu être Mataya côté gauche. À mon sens, je pense qu'Arcery a un peu plus de potentiel pour l'être dans un futur proche. Elliot, est-ce que ça te va, cette sélection d'Arcery? Oui, 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 c'est un besoin qui est évident à Kansas City parce que il est plus fort, R-Series, je pense, que soit Mataya. Il y a un besoin de l'autre côté aussi parce que Jawan Taylor, c'est pas extraordinaire. Donc, même si tu veux faire passer soit Mataya de l'autre côté, pourquoi pas. Mais R-Series serait évidemment du côté aveugle de Patrick Mahomes une progression. Donc non, non, c'est un très bon choix. Donc, on nous confirme que les Bills ont échangé et aux Chiefs et aux Panthers Oui, l'année dernière. Donc, tu as ça, bien c'est raison, ça. Elliot. En effet, c'est devenu monnaie courante désormais entre les deux franchises. Le 30e choix, vous l'attendez tous, forcément, le choix des Philadelphia Eagles. Victor est sur l'horloge. Alors, faut le dire, hein, il a énormément de mal à se décider, hein. Franchement, dès qu'il faut qu'il se mette dans la peau de Howie Roseman. Pourtant, on pensait qu'il le connaissait mieux que personne. T'as mis J'avais du temps pas à de trouver, joueur de Victor. Georgia, c'est ça le Ah bah problème. c'est sûr, il y en avait beaucoup moins sur le papier, on est d'accord avec toi. Encore que certains vont dire quoi? Il manque un safety que tu as considéré, je crois. Mais J'ai finalement, tu as pris une autre considéré. direction. Oui, j'ai pris le poste de Edge, qui est pour moi le plus important, parce que Brandon Graham va normalement prendre sa retraite, parce que mine de rien, Josh Sweat est free agent, parce que je pense qu'il manque aujourd'hui un setter. Là où il y a du rusher, il y a du Nolan Smith, il y a tout ça, ça manque d'un vrai setter. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que rapidement, je me suis dit, bon, je vais prendre un Edge d'Ohio State. Mais après, il y avait deux choix. Et la question, c'était, est-ce que je prends le plus gros potentiel ou est-ce que je prends celui qui, pour moi, est le plus prêt en année 1? Et comme les Eagles, aujourd'hui, sont une équipe qui doit jouer le titre, la fenêtre, elle est maintenant, comme beaucoup d'équipes de fin de premier tour, vous allez me dire. Mais je pense qu'il faut privilégier un joueur qui est moins risqué, peut-être qu'un moins haut plafond, mais qui répondra aux demandes. Et j'ai pris Jack Sawyer de Ohio State, du coup, qui est un joueur que je trouve constant, puissant, déterminé, plutôt intelligent. Je sais que c'est un joueur qui ne plaît pas à tout le monde. Moi, personnellement, je trouve que dans un rôle de setter à la Brandon Graham, ça ne me paraît pas forcément déconnant. Ça manquera peut-être un peu de poids au début. Il faudra peut-être prendre un peu de masse. Mais je trouve que c'est un joueur qui serait assez complémentaire d'un Owen Smith, d'un Josh Sweat, et qui permettrait évidemment de perpétuer cette tradition qu'ont les Eagles de renforcer à tout prix les lignes, toutes les drafts. J'hésitais avec un tackle, mais il est parti juste avant. Très beau Ah, bypass de Monsieur Grégory Richard.
Je l'avais anticipé. J'étais pas sûr parce que il me semble que tu m'avais pas répondu sur le chat interne, mais d'accord, ok. J'ai bien fait de me risquer là-dessus. Alors. Mehdi, un avis sur cette sélection? Alors moi, je l'ai dit tout à l'heure. J'avoue que ça rejoint un petit peu ce que je disais. Je crois que c'était sur Skirton, j'ai un doute. Oui, je crois. Mais c'est vrai que sur Williams plutôt. Il y a je trouve qu'il y a un petit défaut de finition. Après, c'est un joueur que j'adore. Je sais pas si c'est ton cas également. Déjà, c'est un choix logique de la part des Eagles. Roseman, il construit toujours par les lignes. Donc voilà, comme l'a dit Victor, ça joue le titre. Donc voilà, il a joué au Ohio State, il a l'habitude des grosses rencontres quand même, il a un minimum d'expérience. Donc je pense que c'est un choix logique. C'est pas le joueur qui me fait le plus rêver, mais c'est un bon joueur. Un bon joueur pour commencer dès l'année 1, peut-être à être dans la rotation, voire être titulaire. Très bien. En effet, ça va pouvoir. En effet, de toute façon, on sait que les Eagles, les rookies jouent rarement la première année, hein, donc ça lui laissera largement le temps de Attends, s'aguerrir. attends, attends, attends. Oui, pas toujours, pas toujours. Avec Fangio, il a quand même fait jouer Mitchell et De Gene en tant que titulaire toute la saison. C'est Hein. sûr, c'est sûr. Ça Mm. évolue Donc il y petit a à un petit. changement de Il y a paradigme 2 ans, depuis que Jalen Fangio est Carter jouait un arrivé. petit peu plus aussi. Oui, c'est sûr que ça évolue un peu avec le temps, mais là, en l'occurrence, ça lui laissera un peu plus de temps. Oui, oui, oui. Tu le Bien sûr. disais, derrière notamment Josh Sweat et consorts. Le 31e choix, c'est pour les Buffalo Bills avec Elliott qui s'y colle. Ton dernier choix de cette mock draft, Elliott, lequel est-il? Pour les Bills, je suis parti du côté de la défense parce que Josh Allen a prouvé qu'il était capable de performer en attaque avec des receveurs de second niveau. Donc, tu n'as pas nécessairement besoin de renforcer ce point-là. Par contre, en défense, notamment sur les defensive backs, il y a des besoins depuis le départ de Tredavious White. Kair Elam, l'expérience n'a pas du tout été concluante. Et du coup, je suis parti sur un cornerback et je suis parti sur Jade Baron en pas mal. Et je trouve que c'est mérité. Je trouve que c'est un très bon joueur. C'est un joueur qui a du caractère. C'est un leader qui est capable de jouer à l'extérieur, comme je trouve, pourquoi pas même à l'intérieur, comme Nickel. On a beaucoup parlé de lui. J'ai lu pas beaucoup de choses sur lui sur les réseaux sociaux, notamment après le match contre Ohio State que Texas a perdu, mais où Jeremiah Smith n'a pris qu'une réception pour 3 yards. Et c'est lui qui le couvrait, donc c'est quand même une belle performance, même si la défense était vraiment axée sur Smith et qu'ils ont perdu à la fin. Mais voilà, je trouve que c'est un joueur qui a du potentiel, qui est capable d'être performant et qui de toute façon sera un apport dans un corps de cornerback qui manque, je trouve, de qualité. Clairement. Alors, vous le voyez sur sa fiche, il est listé safety, hein, parce qu'il a vraiment joué sur tous les postes du côté de Mm. Texas. Oui. Safety, c'était notamment au Et début puis, de son cursus et puis même universitaire. safety en soi, ça peut être un besoin pour les Bills parce que depuis que Hyde et Poyer, je crois que les deux sont partis, Hmm. si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il y a un trou. Oui, oui, non, de toute façon, ça peut être une amélioration sur le poste de safety par rapport à un Damar Hamlin, par exemple, sans vouloir lui faire injure. Ça peut être une amélioration claire sur le poste de nickel à la place d'un Cam Lewis. Ça peut en effet être une amélioration sur le poste de corner pour avoir un joueur un peu plus établi, le poste qu'il avait massivement en 2024. Mais en effet, tu l'as dit, il a joué à peu près partout, un peu moins dans le slot que sur les précédentes années. Mais on est d'accord, Victor, sixième cornerback de ce premier tour. Et en effet, là, c'est un joueur qui, en plus, peut être un vrai régal pour un coordinateur défensif parce qu'on peut l'utiliser dans n'importe quel type de système, en fait. C'est ça, c'est-à-dire qu'en safety pur, j'ai certainement un, voire deux safety au-dessus de lui. Mais je trouve qu'en effet, ses dernières sorties et sa fin de saison montrent qu'il est potentiellement un cornerback extérieur, ce qui Mm. serait quand même extrêmement intéressant. Et quand bien même il ne serait que un slot cornerback, dans la NFL moderne, le slot cornerback, c'est extrêmement important. Je veux dire, c'est un poste clé. Donc, j'ai envie de dire, s'il réussit en cornerback extérieur, c'est super. Sinon, au pire, il sera un super slot cornerback. Bah, dans les deux cas de figure, tu as Mais quand gagné. même. Mm. Et j'aime bien. Par contre, problème récurrent de 90% des cornerbacks depuis 10 ans, les plaquages. Il faut travailler un peu à finition sur les plaquages. Mais bon, Oui, aux ça, Bills, c'est. en plus, je pense qu'on va être assez exigeant là-dessus. Hein. C'est pas le genre Oui. de Ouais, ouais. secteur qu'on laisse passer. Juste avant de passer au dernier choix, remercier Belgarat 900, je l'avais oublié en cours de route, hein, qui a pris un abonnement de niveau 1, son neuvième mois d'abonnement
Donc, merci à lui qui nous souhaite une très bonne année et une bonne mock draft 2025. Merci à lui, meilleurs vœux au passage. On a encore le droit, on est encore jusqu'à la fin du mois de janvier. À l'occasion, donc, messieurs, de terminer avec ce dernier choix, les Detroit Lions ont le 32e pick et Mehdi va s'en charger pour terminer donc les hostilités. Je précise qu'il y a eu une tentative de trade-up, que j'ai été honteusement snobé par les trois camarades que vous voyez. Exactement. Pour On une a fois qu'il y a toutes pensé les à équipes. vous. On a pensé à vous, supporters des Lions. On a voulu qu'il y ait un choix par équipe parce qu'on a la chance cette année, ça va peut-être changer, d'avoir aucun premier tour échangé. Donc toutes les équipes ont leur premier tour, c'est extrêmement rare. Et on ne voulait pas. Voilà, la réalité, c'est que Grégory a On voulait tenté du de vous. quarterback au premier Non, tour, c'est tout. On voulait du Ashton Ginty et vous avez snobé tous les non, non, auditeurs. C'est non, terrible. non. Non, Tu Vraiment. as voulu Non. voler la fanbase des Lions et on s'est battu pour vous, pour que vous ayez un choix. Voilà. Vous n'allez Très bien. pas piquer souvent en 32 les Lions, profitez-en. Voilà. Mehdi, je te ça rends la c'est parole du coup Bah, après déjà, une cette, fois que vous aurez perdu contre les Eagles, vous ne piquerez plus en 32. voilà, après cette remise en contexte et ce troll de Victor. Mehdi, je te rends la parole pour ce 32e choix que et tu as choisi. on va partir encore en défense avec. On l'a vu cette année, les Lions, ils ont été décimés par les blessures et donc on va renforcer la ligne défensive avec Tyreek Williams, le defensive tackle. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un bull rusher. Il est très puissant, il a des bons instincts, un bon QI football. Après, je pense qu'il va falloir le développer quand même un minimum, mais il a le potentiel pour être un defensive tackle numéro voilà, titulaire et être une vraie menace à l'intérieur de la ligne. Après, je pense qu'il a le temps de se développer un petit peu, mais ça peut être très utile déjà en rotation. Elliot, Victor, un avis Je vois que ça polarise un peu sur le chat cette sélection Tyreek Williams. Est-ce qu'il n'est pas un peu unidimensionnel pour le coup? C'est un bull rusher. Unidimensionnel, ouais, Non? je sais pas. Euh, Je trouve qu'en fait, il y a un talent, il y a un potentiel, mais je sais pas quoi en faire et où le mettre en fait, et où l'utiliser. Donc, faut vraiment, pour le sélectionner, je pense, avoir un plan vraiment de développement clair sur lui. Parce qu'aujourd'hui, avec un Liam McNeil, avec un Aidan Hutchinson, je ne sais pas trop. Tu peux le faire tourner, hein, il y a toujours des solutions. Mais moi, personnellement, je ne saurais pas trop là tout de suite comment faire tourner ça. Elliot, allez dire? Oui, non, je suis plutôt d'accord avec ce que vient de dire Victor. Après, pour le coup, la ligne défensive des Lions, bah, il y a de quoi faire en fait, il y a de la place. Donc il aura, s'il arrive à Détroit, du temps de jeu, ça c'est sûr. Après, oui, dans quel rôle, sous quelle vision tu veux le faire jouer, mais en tout cas, c'est un besoin. Ça c'est sûr, la ligne défensive, c'est un besoin. Très bien. Puis moi, je suis sûr que Dan Campbell va monter pour aller prendre Derrick Harmon par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. peut-être. Le côté lineman un peu agressif, je pense que ça va lui plaire. Ça, il va bien aimer. Mais en tout cas, oui, c'est pas déconnant, très clairement, d'un point de vue besoin et vraiment run stopper pur. Dans une division, on le rappelle, où ça peut quand même appuyer un petit peu au niveau du jeu au sol, notamment Green Bay s'est beaucoup appuyé là-dessus. Donc, c'est pas forcément déconnant en soi. 13e lineman défensif, ou en tout cas joueur de premier rideau, on dira dans ce premier tour. On rajoute les 6 cornerbacks. Et vous avez la tendance globale de cette draft, pardon, je ne vais même pas citer les tackles, mais on en a, si je ne me trompe pas, alors les linemen, globalement, on en a 6 si je sais à peu près compter. Donc voilà, vous avez quand même un contingent très contenu. Encore une fois, je sais que ça en laissera certains sur leur faim. Il n'y a pas eu autant d'échanges que prévu. Mais c'est aussi parce que actuellement, et ça, c'est susceptible d'évoluer au cours du printemps, on a des classes, encore une fois, peut-être un peu plus prisées que d'autres et surtout un peu plus profondes. Donc c'est peut-être aujourd'hui ce qui nous a amené à rester un petit peu plus, euh, on va dire, sur nos gardes, à être un petit peu plus conservateur que de raison. Je vois Niti qui trollait sur le chat sur l'absence de coureurs. Bon, bah, on éliminait de base un coureur au premier tour avec un quart de l'équation au niveau de ceux qui choisissaient, hein. Tu voulais monter avec qui pour Genty? Tiens d'ailleurs, ouais. J'avoue que je réfléchissais à monter avec les Jets. Pour Ginty ou pour un quarterback? Oui, parce Ah, que parce que moi, j'aurais Genty vu avec les Dallas Jets, monter pour le coup. Bah, le problème, c'est que Dallas n'avait pas suffisamment de choix vraiment intéressants par la suite.
C'était vraiment vendre la maison. Toi, tu n'as pas hésité avec Minnesota. Moi, pour le coup, du côté de Dallas, je me suis dit, il y a peut-être d'autres besoins. Bah, il y a plus de besoins à Dallas qu'à Peut-être qu'un Minnesota. comité avec Dowdle leur plairait plus que vraiment avoir un joueur comme Ginty. Après, mais bon. Comité avec Après, je l'ai Dowdle, dit, ça hein, fait quand même pas rêver. bon, après, je l'ai dit, il est en Raiders de toute façon, hein, que ça plaise à Jean-Vide ou pas. Une fois que Ben Johnson, je l'ai dit en off, je vais le dire en on, une fois que Ben Johnson sera head coach des Raiders, voilà, Jahmyr Gibbs 2.0, Ashton Genty sera un running back des Las Vegas Raiders. Préparez-vous, vous l'avez entendu ici en premier, ou peut-être en premier, je ne sais pas, le 15 janvier 2025. Donc voilà. À votre service. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir été en ma compagnie pour cette mock draft avec échange. Je vais juste rappeler très rapidement les choix pour vous rappeler. Dans le top 10, on avait Shedeur Sanders, quarterback à Tennessee, Travis Hunter, receiver corner à Cleveland, Cam Ward, quarterback aux Giants, Abdul Carter, edge rusher à New England, Will Johnson, cornerback aux Jaguars, Tate McMillan, receiver aux Raiders. On avait également Mason Graham, defensive lineman aux Jets. Ensuite, deux edge rushers avec Michael Williams aux Panthers et Nick Scurton aux Saints. Et puis pour finir dans le top 10, donc Kelvin Banks tackle aux Bears. Dans la deuxième partie draft, Will Campbell tackle aux Niners, Walter Nolan, lineman défensif aux Cowboys, Josh Simmons tackle aux Dolphins, Tyler Warren, tight end aux Colts, James Pierce, edge rusher aux Falcons, Kenneth Grant, lineman défensif aux Cardinals. On a ensuite les Vikings qui sont montés en 17 pour un cornerback Ben Morrison, les Packers qui sont montés en 18 pour le cornerback Trey Amos. En 19, les Buccaneers ont sélectionné Jalen Walker, linebacker. Un autre Walker, Dion, lineman défensif sélectionné par les Denver Broncos. Et puis pour la dernière partie de cette mock draft, en 21, Derek Harmon, lineman défensif sélectionné par les Steelers. Luther Burden, receveur sélectionné par les Chargers. Les Seahawks qui prennent Jonas Savaiinea. Garde, les Bengals qui prennent Shavon Revel, cornerback. On avait ensuite deux linemen avec Armand Membou, lineman intérieur aux Texans, et Josh Connerly, tackle aux Rams. Deux edge rushers avec Shemar Stewart, edge rusher aux Commanders, et Princely Uman-Mielen, edge rusher aux Ravens. Les Chiefs qui sont montés ensuite pour Eriante Arcery, tackle. On avait ensuite Jack Sawyer, edge rusher aux Eagles. Jadae Baron, cornerback aux Bills. Et Tyleik Williams, lineman défensif aux Lions. Merci encore d'avoir été en notre compagnie. Merci messieurs, je vous le disais. Merci à Camille, bien entendu, comme toujours, excellent à la technique. Merci à vous qui étiez présents sur le chat. On est monté jusqu'à 130, 150 personnes, donc merci à vous. Hein. Pas toujours évident de lire tous vos commentaires. Encore une fois, il y a des joueurs qui sont un peu restés sur le carreau. Oui, Malakai Starks n'est pas au premier tour. Oui, Ashton Genty n'est pas au premier tour. Oui, Emeka Egbuka n'est pas au premier tour. Mais tout cela est encore susceptible d'évoluer. On va faire en sorte de vous tenir informés dès la fin de la saison, dès le post-Super Bowl. On fera forcément des bilans un peu plus accentués. On connaîtra définitivement la liste des non-joueurs seniors qui s'inscriront à la draft. Et surtout, il y a le Combine, bien entendu, qui va notamment arriver très rapidement. Le Senior Bowl, hein, notamment, qui doit arriver vers la fin du mois de janvier, si ça n'a pas changé au niveau du calendrier. Et puis également, donc, le Combine, fin février, début mars, ça reste habituel pour nous plonger très concrètement sur ce processus draft qui s'annonce assez passionnant de par la compétitivité et la profondeur des différents postes. Merci encore à tous. Très bonne soirée. Et, restez bien connectés donc, sur touchdownactu.com et sur les réseaux sociaux pour suivre toute l'actualité de la NFL et de la draft sur Touchdown Actu. Salut à tous, très bonne soirée et à très vite.